Oui. Très bien, on commence donc. Bien. Alors, désolé, mais en fait, j'avais programmé à 11h35, mais on commence. Vous n'étiez pas au courant? Non, monsieur, hier vous avez dit à 11h. Oui, mais en fait, j'ai reprogrammé juste après avoir sorti, j'ai repris. Allez, on commence. Bien, on va commencer juste par un petit rappel, d'accord? Disons les TD que je vous ai envoyés concernant le calcul, disons, le dimensionnement des radiateurs dans les trois cas d'installation. Donc, est-ce que quelqu'un peut me rappeler quels sont les différents systèmes de distribution que l'on peut rencontrer, s'il vous plaît? J'écoute. En série dérivée ou en parallèle. D'accord, très très bien. Donc vous avez, disons, disons, le système monotube. Donc c'est un seul tube avec, disons, série, les radiateurs sont ensuite l'un derrière l'autre, d'accord? Ensuite, vous avez le série dérivé, d'accord? Et le bitube. Le bitube. Donc vous avez deux tubes. Concernant disons, les dimensionnements que je vous ai envoyés dans les trois cas, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez besoin d'avoir disons, des éclaircissements sur ce que je vous ai envoyé? J'écoute. Allô? C'est très clair. C'est très clair, très très bien. Donc on va commencer. Donc pour rappel, vous voyez bien ici donc la loi de Friedman que vous avez ici, vous voyez donc P nominal, c'est P 50. Alors le 50, disons c'est quoi? C'est quoi, j'écoute? C'est quoi le 50 là? Et le P nominal qui est ici, et le 50 qui est là. Est-ce que quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît? J'écoute. Monsieur, où ici et là, on voit rien. Là. Vous voyez là où la flèche? Vous voyez le P nominal? Non? Pas chez moi, en tout cas. Vous voyez? DTLM, non? Non. Voilà, le P nominal que vous voyez ici, d'accord? Regardez ici. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? Monsieur, chez moi, il n'y a rien qui s'affiche. Oh, il n'y a pas de flèche. Ah, pourquoi? Est-ce qu'il y a uniquement vous? Anna, je la vois. Hein. Ah, c'est bon. Ah oui, ben. Voilà, donc vous avez le P nominal, le P qui est ici, donc vous avez le P nominal, le P compte et vous avez le DTLM. Que représente le P nominal? Que représente le P? Que représente le C compte? Et que représente le DTLM? Alors j'écoute. J'écoute, s'il vous plaît. Le P nominal, qu'est-ce qu'il représente? Allô? 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 Vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais on n'a pas la réponse. Mais bon, quelqu'un peut-il me dire? Alors, c'est pas vous. C'est la puissance nominale. Bon, c'est la puissance nominale. En fait, elle est donnée par le constructeur, c'est ça? Oui. En fait, la puissance nominale, c'est quoi? C'est, disons, la puissance qui est émise par un seul élément de radiateur, soit un delta T de 50 degrés que vous voyez ici. D'accord? Vous voyez? OK? Oui. Vous pouvez répéter le P nominal? Bon, je répète. Le P nominal, donc en fait, c'est la puissance que vous voyez. Donc, P nominal, c'est la puissance d'un seul élément de radiateur sous une différence de température d'entrée à la sortie de l'élément de 50 degrés que vous voyez ici. N'est-ce pas? C'est clair? Et le P, c'est la puissance réelle que je dois installer, disons pour mon émetteur, sous un DTLM que je dois calculer. On a vu, disons, comment calculer le DTLM, d'accord? On l'a déjà, disons, défini. Voilà. C'est clair? Oui? Oui. Alors, donc, nous avons cette formule. Alors, bien sûr, comme vous avez vu sur disons, les TD que je vous ai envoyés, donc il y avait 3 cas qu'on a, si vous voulez, étudiés, d'accord? Et on pouvait, si vous voulez, voir quel est le meilleur, disons, système d'installation, pratiquement, si vous voulez, qui était abordable et moins cher. Et vous avez remarqué pratiquement que s'il n'y a pas une grande différence entre les deux. Alors, quelle est la différence entre, disons, l'intérêt d'avoir un système bitube, donc, par rapport aux autres systèmes, que ce soit, si vous voulez, série ou série dérivée? Quel est l'intérêt? Quel est l'avantage du système bitube?
J'écoute. Bien. Oui, j'écoute, allez. Nan. La température d'entrée, Mhm. c'est la même pour tous les radiateurs. À quel niveau? Pour quel système? Pour le bitube. Voilà, très très bien. Donc en fait, la température d'entrée et la température de sortie est la même, quel que soit l'émetteur que vous avez, quel que soit l'éloignement de l'émetteur que vous avez par rapport à la, disons, à la chaudière ou, disons, la production d'eau chaude. Bien. Ensuite, pour les autres. Pour les autres, vous remarquez que pour les autres, la température d'entrée au niveau de chaque émetteur, elle est différente, n'est-ce pas? Donc, regardez un petit peu. Donc, si je prends par exemple mon système monotube, d'accord, série, il n'y a pas de problème, je prends en série. Donc, vous avez l'entrée de l'eau ici, et vous avez, donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la température d'entrée qui est là. Vous avez une certaine température intermédiaire qui est là, donc ça, c'est les émetteurs que j'ai. Donc, j'ai l'émetteur E1, j'ai l'émetteur E2 et j'ai l'émetteur E3. Et bien sûr, j'ai une certaine température T2. Et bien sûr, ça, c'est une température de sortie de l'ensemble, si vous voulez, que vous avez. Alors, vous remarquez que cette température, d'accord? Cette température, ça, c'est quoi? Donc, en principe, ça revient comme ça vers quoi? Vers la chaudière. Si vous avez votre production, donc la chaudière qui se trouve ici. D'accord? Donc, vous avez là les comme ça. Alors, bien sûr, si par exemple, disons les températures, qu'est-ce que j'ai? J'ai TE qui est supérieur à T1, qui est supérieur à T2 et qui est supérieur à TS. Nous sommes d'accord? Bien sûr, si vous avez par exemple certaines puissances utiles au niveau de chaque émetteur ici, d'accord, U2 et PU3, qu'est-ce qui va se passer? Puisque la température, au fur et à mesure que vous éloignez, elle diminue. Donc les derniers émetteurs, ils vont avoir des surfaces très importantes. Voilà la différence, si vous voulez, entre, pour disons, le système, disons, monotube série et monotube série dérivée. Donc, disons, lorsque vous éloignez de la production de votre générateur, les éléments donc, vont augmenter par rapport, si vous voulez, lorsque vous êtes tout proche de la chaudière, etc. D'accord? Par contre, dans l'élément, disons, série parallèle, comme on dit, donc parallèle, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez votre émetteur qui est là, d'accord? Vous avez un autre émetteur qui est là, donc je prends les trois émetteurs pour qu'on soit clair, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez deux tubes, d'accord? Et bien sûr, vous avez TE qui est là, d'accord? Vous avez TE qui est là, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous alimentez votre émetteur, il sort et il revient vers le retour. Donc ça, c'est l'aller et ça, c'est le retour, d'accord? Et lorsque je viens ici, j'alimente, d'accord? Je ressors comme ça et je vais dans ce sens. J'alimente, je ressors comme ça et je vais dans ce sens, d'accord? Et vous voyez bien que la température pratiquement, si vous voulez, de sortie, qui est là, la température de sortie est pratiquement la même parce qu'il n'y a aucun mélange, disons, d'eau qui se fait. Et vous allez, par exemple ici, vous allez voir, les émetteurs seront dimensionnés en fonction des puissances. Si par exemple toutes les puissances utilisées étaient les mêmes, le nombre d'éléments serait le même. Par contre ici, même si les puissances dans le système, si vous voulez, comment dirais-je, monotube, même si les puissances étaient égales, vous aurez des nombres d'éléments qui va augmenter au fur et à mesure que vous éloignez de votre chaudière. Est-ce que c'est clair? Oui? C'est clair? Voilà, très très bien. Donc pour le système aussi série dérivée, donc c'est la même chose que le système monotube dérivé directement. Voilà, donc en fait, et on va voir par la suite pourquoi le système bitube ou parallèle est plus intéressant, c'est surtout pour les histoires de régulation. Ok? Bon, on continue donc. Bien, maintenant on va passer, si vous voulez, maintenant au système donc, qui est important. D'accord? Vous remarquez ici, qu'est-ce que vous lisez? D'accord? Je reviens un petit peu sur le haut. Qu'est-ce que vous voyez maintenant, s'il vous plaît? C'est la régulation. Vous en voyez un petit peu ici? Le 4. C'est la régulation des émetteurs statiques, n'est-ce pas? Oui? Alors, vous remarquez que la régulation des émetteurs statiques,
D'accord? C'est très important parce que c'est une histoire d'économie, donc d'énergie. Il faut quand même bien, si vous voulez, réguler la puissance qui est émise par chaque corps de chauffe. D'accord? Ah, bien sûr, on remarque, si vous voulez, que la puissance des émetteurs, ou au niveau des émetteurs, elle se fait par quoi généralement, s'il vous plaît? Oui? Elle se fait par quoi? J'écoute. S'il vous plaît, vous pouvez répéter. La régulation des émetteurs, des ondes des radiateurs, elle se fait comment? Comment on régule la puissance de chauffe qui est émise par un radiateur? Comment? Avec quoi? J'écoute. Allez, j'écoute, s'il vous plaît. Allez, dites quelque chose, même si c'est faux, il n'y a pas de problème, on va corriger. Bon, j'ai comme une vanne à ça. Alors, justement, là, regardez. Donc, en fait, comme a dit votre... C'est quel type de vanne d'abord? On peut avoir plusieurs types de vannes. C'est quel type de vanne? Monsieur, 3 voix. Très bien. Donc, Autorisé. voilà. Donc on peut avoir, si vous voulez, donc une vanne 3 voies. Donc, regardez, s'il vous plaît. Donc, je peux avoir une vanne, quand vous dites 3 voies, d'accord? Qui est là? Thermostatique. Pardon? On va voir le robinet thermostatique, effectivement. Donc, si j'ai, par exemple, mon émetteur qui est là, d'accord? Voilà. Donc, ça, c'est l'émetteur. Vous avez de l'eau qui circule dans ce sens. Et vous avez, par exemple, si vous voulez, le retour et l'allée de secours. D'accord? Et ça, c'est une vanne 3 voies pratiquement, d'accord? C'est une vanne 3 voies. Et bien sûr, cette vanne 3 voies, elle peut être, si vous voulez, manuelle, ou elle peut être motorisée avec un moteur, disons, qui va l'actionner pour pouvoir, si vous voulez, faire passer de l'eau, etc. D'accord? Donc, c'est les vannes 3 voies. Ou bien aussi, on peut avoir des vannes 2 voies pour pouvoir, si vous voulez, réguler la puissance utile au niveau de chaque émetteur. D'accord? Ah, bien sûr, donc on voit ici donc le cas de régulation des émetteurs statiques, d'accord? Donc on règle l'émission des corps de chauffe par une variation locale du débit d'irrigation. Est-ce que vous pensez qu'on peut réguler uniquement en faisant varier le débit? S'il vous plaît, j'écoute. Donc regardez comment on va travailler la 23 voies. Donc vous avez un certain débit QV, donc qui va être ici, donc entrée, si j'ose dire, et vous allez avoir un certain débit QV1 et un certain débit QV2. Donc, l'ouverture sous le 723, on va la voir par la suite. Donc, vous allez réguler le débit qui va passer dans votre émetteur et une partie qui repart ici, il se remélange ici et ils repartent vers le retour que nous avons ici. D'accord? Voilà. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, donc, on va voir un petit peu disons, la réglabilité. Donc, vous voyez ce schéma que vous avez ici. D'accord? D'accord? Vous avez ce schéma qui est ici. On a défini plus haut. Donc, regardez. Si vous voyez sur l'écran, vous voyez ce qu'on a défini ici. Le principe, c'est qu'on a défini un certain epsilon. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle l'efficacité des échangeurs. Et c'est le ratio entre quoi et quoi? C'est le ratio entre la température d'entrée moins la température de sortie sur la température d'entrée moins la température, disons, ambiante, etc., intérieure. D'accord? Et à quoi ça vous fait penser à ça? Donc, vous avez tous les éléments qui sont là. Donc, ça dépend de la température d'entrée, au niveau, si vous voulez, de l'émetteur, la température de sortie au niveau de l'émetteur, et surtout la température ambiante que vous avez ici. D'accord? Et sur ce schéma-là, donc, en fait, donc, pour avoir une meilleure réglabilité au faible et au fort débit, alors on dit que epsilon doit être, si vous voulez, supérieur à quoi? 0,2. À quoi? À 0,2. D'accord? Donc, epsilon doit être supérieur à 0,2. Donc, je reviens un petit peu, donc, si vous voulez, disons, la valeur de epsilon.
remarquez ici, donc, ça dépend de quoi le epsilon? Il dépend de la température d'entrée de la température de sortie. Donc, si vous remarquez, s'il vous plaît, si vous remarquez, donc en fait, l'efficacité, vous lisez ici, l'efficacité est meilleure en régime basse température plutôt qu'en régime haute température. Et vous avez des valeurs, d'accord? Supposez par exemple que l'on prenne, si vous voulez, un régime basse température. Le régime basse température, par exemple, vous avez 45, excuse là. Le régime basse température, par exemple, vous avez 45 degrés, d'accord? 35. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 45 et qu'est-ce que ça veut dire 35 degrés, s'il vous plaît? Donc, ça, c'est un régime de fonctionnement. Oui? C'est la température d'entrée. Voilà. Donc, 45, c'est la température, disons, qui est produite au niveau de la chaudière, et la 35, c'est la température de retour, tout simplement, d'accord? Et vous avez un autre régime que vous voyez, c'est le 90, par exemple, soit dans 70 degrés. Donc, c'est un autre régime. Donc, ça, c'est la température qui est produite au niveau de la chaudière, allez, et ça, c'est la température retour, d'accord? Et par exemple, si vous prenez, par exemple, une température ambiante, TI, par exemple, de 20 degrés Celsius, ben, on peut remplacer, par exemple, on peut calculer epsilon pour le régime basse température, d'accord? Donc, j'ai epsilon, c'est égal à quoi? C'est quoi? C'est 45 Moins 35. moins 35 sur quoi? 45, 5 moins 20. Alors, ça nous fait combien, s'il vous plaît? Ceux qui ont des calculatrices de côté. Oui. Allez, rapidement. 0,4. 0, 4. 4. Maintenant, epsilon pour l'autre régime. Donc, on va prendre le 90. Donc, ça fait 90. Le 90, c'est ça? Moins 70 sur 90 moins 20. Ça vous fait combien? 0,21. 0,21. Donc, regardez. Alors, quelle est la différence? On a dit que pour avoir une bonne réglabilité, d'accord, il faut qu'epsilon doit être supérieur à 2, à 0,2. Donc, vous voyez bien que pour l'autre, disons, les régimes haut, on a pratiquement le minimum, d'accord? Alors que 0,28. pour voilà, 0,21, c'est vraiment très proche. Donc, ça va être difficile pour régler la puissance, si vous voulez, au niveau de votre émetteur. Donc, il est toujours préférable de choisir des régimes de fonctionnement des émetteurs basse température, beaucoup plus que haute température. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez retenu le principe de la réglabilité des émetteurs? D'accord? Les régimes, ce qu'il faut retenir, les régimes basse température sont meilleurs que les régimes haute température pour les histoires donc de régulation des puissances au niveau des émetteurs. Très bien. On va voir comment on va régler, si vous voulez, les puissances. Alors, vous voyez bien que, vous voyez ce schéma-là que vous avez. Donc, vous avez bien sûr, le but c'est de régler le débit. Donc, vous avez, si vous voulez, sur ce schéma, vous avez le débit primaire, donc, qui va circuler dans l'émetteur, et vous avez ici la puissance de votre émetteur. Donc, vous avez le débit en fonction de la puissance. Alors, vous remarquez que plus, par exemple, si je prends epsilon égale 0,8, donc vous avez epsilon égale 0,8, 0,5, 0,4, 0,2, 0,1 jusqu'à pratiquement 0,05. Alors, qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous remarquez? Si par exemple je prends epsilon égale 0,8, d'accord? Si je prends par exemple un débit est de 50% par rapport au débit total qui va circuler, par exemple je suis ici. Donc j'ai ce point-là. Donc la puissance que je vais avoir, elle est à ce niveau-là. Et lorsque vous avez la variation de puissance, par exemple, qui va augmenter un petit peu. Donc si je suis en ce point, la puissance va être, si vous voulez, égale à ça. Donc ce qu'il faut voir, c'est que plus epsilon est important, d'accord, plus on peut régler de façon, si vous voulez, comment dirais-je, simple, parce que vous avez pratiquement ici, c'est presque ligne. Donc la puissance varie proportionnellement au volume. D'accord? La puissance varie proportionnellement au volume lorsque vous avez des epsilons qui sont importants au 0,8. C'est presque une droite ici, d'accord? Mais lorsque vous êtes par exemple à 0,2, eh bien, écoutez, il suffit par exemple de faire varier le débit un petit peu pour que la puissance augmente de façon importante, et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Il faudrait quand même que la puissance puisse varier de façon, si vous voulez, doucement, donc pour pouvoir la régler, mais que la puissance ne change pas trop rapide. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Très bien.
Donc, on va continuer. Alors, justement, on avait parlé, disons, des 23 vents, on va les voir tout à l'heure, mais on va juste parler Alors, voilà, maintenant, vous avez, par exemple, les 23 voix, les 23 ou les 22 voix, peu importe, d'accord? Vous savez très bien que les vannes 2 voix ou 3 voix, elles ont des configurations technologiques, si vous voulez, bien différentes. Ici, par exemple, vous avez le pointeau. Vous voyez le pointeau ici? Celui-ci. Donc, vous avez une caractéristique linéaire qui est là, d'accord? Et vous avez, le pointeau, ce qu'on appelle la jupe aussi. Elle a sous forme de cône, d'accord? Ça, c'est un cylindre, d'accord? Vous avez ensuite un autre type, disons de 23 voies, disons pointeau de la 23 voies. Vous avez les caractéristiques quadratiques. Vous avez, disons, la variation, disons, de comment se fait le réglage, d'accord? Donc ici, c'est pratiquement une ellipse. Donc vous avez ici pratiquement une ellipse, d'accord? Une parabole. Ici, vous avez comme, si vous voulez, un cône qui est là. Maintenant, vous avez un autre type, le troisième type, on va aller voir en détail. C'est ce qu'on appelle la caractéristique égale pourcentage. Donc, la forme n'est plus la même, c'est une parabole ici. D'accord? Vous avez ce qu'on appelle, si vous voulez, donc vous avez une soupape, donc en fait, elle n'est pas tout à fait parabolique, elle change un petit peu. Donc, vous avez une soupape à jupe, donc vous avez une autre forme. Vous avez, par exemple, un poteau qui est perforé, vous avez des trous. Ça, c'est la configuration, si vous voulez, comment dirais-je, des 23 voies, le siège de la 23. C'est clair? On va les voir tout à l'heure dans la régulation quand on va les aborder. Alors bien sûr, ici, par exemple, si vous voulez, c'est des histoires, comment régler, par exemple, les puissances en fonction du débit. D'accord? Alors, ce qui est important, parce que lorsque vous réglez, si vous voulez, un émetteur statique ou un radiateur, pour moi, le réglage consiste en quoi? Vous avez un réglage, donc vous avez un organe de réglage. Un organe de réglage, c'est quoi? Donc ici, l'organe de réglage, c'est la 23 voies, tout simplement, ou la 22 voies, peu importe. Donc, en fait, ça influe sur quoi? Sur le circuit hydraulique que vous avez ici. D'accord? C'est le circuit hydraulique que vous avez ici. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Regardez, donc, l'échangeur, c'est l'émetteur que vous avez ici. D'accord? Vous avez l'émetteur qui est là. Et ça influe sur quoi? Sur la puissance qui est émise. Donc, vous avez votre puissance émise qui va changer en ayant sur tous ces organes de réglage, etc. OK? Alors, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que comment varie le débit en fonction du réglage, donc en fonction de l'ouverture de votre 23 voies. C'est à peu près une parabole, regardez, donc c'est une parabole qui est là, d'accord? Et maintenant, la puissance, comment elle varie? Alors, ça dépend, c'est pas la même courbe, elle varie inversement, d'accord? Ça apparaît un petit peu, disons, comme comme si vous voulez, une fonction exponentielle, d'accord? Et ça, c'est une fonction pratiquement, disons, logarithmique, d'accord? Donc, la variation, elle n'est pas la même, la courbe n'est pas la même, d'accord? Et vous voyez bien que ces courbes que j'ai ici, c'est fonction de epsilon, c'est la fonction, disons, du coefficient de réglabilité. D'accord? Plus il est important, plus, si vous voulez, nous avons, si vous voulez, une ligne pratiquement, si vous voulez, comment dirais-je, droite, comme ça. Donc, en fait, si epsilon était petit, nous allons avoir une droite qui est comme ça. D'accord? Donc, plus, si vous voulez, maintenant, epsilon est, si vous voulez, important, d'accord? À ce moment-là, ça change. Ça change. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est clair, s'il vous plaît? Oui? Oui. Très bien. On continue. On continue. Et donc, on va passer maintenant donc, à la suite, d'accord? C'est la technologie de la robinerie et radiateur. Parce que maintenant, il faut bien connaître comment sont fabriqués si vous voulez, les émetteurs statiques, donc les radiateurs d'une manière générale, d'accord? On voit un petit peu, donc ici, c'est le radiateur, d'accord? Alors, bien sûr, la robinetterie des radiateurs est extrêmement variée. D'accord. Qu'est-ce que c'est que la robinetterie? C'est par exemple, si vous voulez, le coup de réglage que vous avez en bas de votre, si vous voulez, radiateur, et aussi les robinets thermostatiques pour pouvoir régler les débits, etc. D'accord? On voit par exemple ici un type de radiateur qui est, disons, simple, d'accord? On voit qu'est-ce que vous avez ici? Ici, vous avez par exemple la sortie, ce qu'on appelle un coup de réglage, donc la sortie pour régler le débit de sortie. Et ici, vous avez quoi? Un robinet pour pouvoir, si vous voulez, régler le débit qui va circuler dans votre radiateur. Bien sûr, regardez, la position de ces deux robinets est différente. Ici, vous avez par exemple, ils sont placés sur le même côté, donc on peut avoir donc l'entrée de ce côté-là et la sortie de ce côté-là. D'accord? Et ensuite, vous avez une autre configuration, d'accord? Donc ici, vous avez un T de réglage, ce qu'on appelle un T de réglage ici, d'accord? Vous le voyez là, s'il vous plaît? Oui? Oui? Oui, monsieur.
Donc, excuse moi, je vais reprendre. Donc, vous voyez ici, par exemple, un T, d'accord? Ici, vous voyez un T, d'accord? Et bien sûr, vous avez ici, j'ai quoi? Vous avez le robinet de réglage que vous avez ici. Ensuite, vous avez, disons, qui sont installés pratiquement de la même manière, mais horizontalement. Ça, c'est vertical et ça, c'est horizontal, d'accord? Bien sûr, ça, vous avez par exemple un sol, donc un plancher que vous allez traverser, et ça, c'est un mur que vous allez traverser tout simplement, d'accord? Alors, regardez un petit peu la robinetterie, comment elle est faite. Bon, c'est les schémas peut-être. Est-ce que c'est clair pour les schémas, là, s'il vous plaît? C'est clair? Alors, regardez ici. Ça, si vous avez, c'est ce qu'on appelle le robinet thermostatique. C'est lui qui va nous permettre un petit peu de régler le débit qui va circuler dans l'émetteur. Et ça, vous avez par exemple ce qu'on appelle, si vous voulez, un robinet de sortie. Bon, ils sont différents. Donc, vous avez par exemple ici deux sorties. Ici, il y a une seule sortie. Ça dépend de la configuration, d'accord? Donc, vous avez des systèmes bitubes à 4 voies. Donc, ça dépend de ce qu'on va avoir par la suite, d'accord? Ensuite, donc ça, si vous voulez, vous pouvez aller par exemple sur disons les fiches techniques de constructeurs. Vous allez avoir toutes ces informations. On va les voir tout à l'heure ensemble. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Oui, j'écoute. Non? Alors, on continue. Alors, regardez un petit peu maintenant les actionneurs thermostatiques. D'accord? Les actionneurs thermostatiques, ce sont, vous avez par exemple des 22 voies ou des 23 voies, peu importe, d'accord? Donc, en fait, vous avez ce qu'on appelle un actionneur. Donc, en fait, c'est un robinet thermostatique. Vous voyez le schéma du robinet thermostatique ici? D'accord? Vous avez, par exemple, le corps de chauffe qui est là. Donc, vous avez la tuyauterie qui se trouve ici. Vous avez la tuyauterie. Vous avez le pointeau qui est là. Donc, c'est la soupape que nous avons ici. D'accord? Etc. Et ici, qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez ici? C'est quoi? C'est quoi? C'est un soufflet. C'est un soufflet. Donc, bon, il n'est pas schématisé correctement, il est trop détaillé, d'accord? Mais c'est un soufflet. En fait, qu'est-ce que vous avez? Vous allez avoir, si vous voulez, un soufflet qui va se déformer, sous l'effet de le soufflet. Regardez, c'est un accordéon, le voilà. Donc, vous l'avez de ce côté. Et bien sûr, ce soufflet, il va se dilater dans son sens. Donc, il va partir dans ce sens pour pouvoir actionner ce pointeau pour fermer, disons, et avoir un débit plus ou moins important dans la tuyauterie qui va circuler. Donc, ici, vous avez l'entrée. Donc, de ce côté, vous avez l'entrée d'eau. D'accord? Donc, ici, vous avez l'entrée d'eau de ce côté-là. D'accord? OK? Et de ce côté-là, pardon, et de ce côté-là, vous avez la sortie d'eau que vous avez. Et vous avez cette tige-là qui va, disons, se déplacer horizontalement pour pouvoir fermer ou ouvrir à ce niveau-là votre pointeau, etc. D'accord? Bien sûr, ça, c'est un robinet thermostatique automatique à dilatation de liquide. C'est un gaz rare qui est dans l'intérieur de votre, si vous voulez, soufflet et qui se dilate sous l'effet de la température et il ouvre plus ou moins, si vous voulez, votre robinet pour pouvoir laisser passer une certaine quantité d'eau. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? J'écoute. C'est bon? Allô? Monsieur, Oui. juste une question, juste Ah, je vous écoute. on va dire. Les informations que vous êtes en train de nous donner, du cas, genre, Je vais vous les envoyer. Je vais vous les envoyer. là, monsieur, حبيت نعرفك, est-ce que نسخفهم vraiment pour les examens ou là c'est juste pour une culture Là, ça fait partie du cours. Ça fait partie du cours. Ça fait partie du cours, d'accord? OK? Ça fait partie du cours. Mais ne pensez pas examen pour le moment, donc on n'en sait rien, on ne sait pas de ce qui va se passer, d'accord? OK? Mais ces documents, je vais vous les envoyer pour que vous puissiez les consulter à tête reposée. D'accord? S'il vous plaît, une question. Monsieur, Oui. Oui. monsieur, vous avez enlevé ouais. Monsieur, l'entrée, c'est par là. Et la sortie, elle est où? Regardez, ça c'est l'entrée. Vous voyez les flèches noires ici? Oui, oui. Ça c'est l'entrée de l'eau. Oui. Et ici, vous avez la sortie de l'eau. D'accord? Et vous avez ce pointeau-là. Vous avez ce pointeau noir que j'ai ici? D'accord? Oui. Oui? Vous le voyez? Monsieur, la sortie, elle est où, la sortie? Ben, regardez, attendez, je vais vous la montrer. Vous avez ici l'entrée. Vous voyez l'entrée ici? Ou le rouge, là, la flèche rouge?
Oui. Et la sortie, elle est là. Ouais. L'eau va venir dans ce sens comme ça et va rentrer dans ce trou. Attendez, je vais peut-être essayer de... C'est clair? Oui, d'accord. Oui. Très bien, très bien, très bien, très bien. Et donc, on va continuer. Donc, l'eau rentre de ce côté, elle ressort de ce côté. Voilà. Et donc, vous avez le pointeau en noir qui est là. Le pointeau, il est là. Donc, il va se déplacer horizontalement dans ce sens. OK? Très bien. Et donc, maintenant, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu pour le moment sur les émetteurs, etc. Oui? Oui, monsieur. Très bien. Alors maintenant, nous avons passé à un autre chapitre, donc ce qu'on appelle la distribution secondaire pour chauffage par émetteur statique. D'accord? OK. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est surtout, disons, pour un réseau hydraulique. Bon, un chauffage, c'est un réseau hydraulique. D'accord? Alors, bien sûr, regardez s'il vous plaît. Vous avez ce schéma que vous avez ici. Vous le voyez bien sur l'écran? D'accord? Alors, regardez, vous avez un émetteur qui est là. D'accord? Vous avez un émetteur. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une alimentation, d'accord? Vous avez votre générateur qui se trouve ici, donc vous avez une alimentation. Vous avez votre pompe qui se trouve ici, d'accord? Et bien sûr, vous avez votre tour relâché qui se trouve ici, d'accord? Ça, c'est un émetteur, donc vous avez de l'eau chaude qui va circuler. Vous avez température d'entrée, température de sortie. Bien sûr, ça, c'est la tuyauterie, donc c'est la canalisation. D'accord? C'est la canalisation. Ah, maintenant, vous savez, le problème pour moi, c'est que dimensionner, par exemple, si vous voulez, une installation, c'est quoi? C'est dimensionner tous les éléments. C'est dimensionner l'émetteur, dimensionner la tuyauterie aussi, d'accord? Et aussi dimensionner la pompe. Donc ici, j'ai une pompe aussi, d'accord? J'ai une pompe qui se trouve ici, d'accord? Je dois la dimensionner comme sur les autres éléments. Alors maintenant, c'est surtout pour le choix de la pompe. Le choix de la pompe. Alors, d'après vous, comment allons-nous choisir la pompe de circulation? J'écoute. Oui. J'écoute, s'il vous plaît. Comment nous allons choisir, comment nous allons dimensionner la pompe? C'est en fonction de quoi? Du débit. Pardon? Du débit. Bon, bien sûr, vous allez avoir du débit et surtout de la perte de charge du circuit, non? Et la puissance aussi, non? Non, la puissance vous permet d'avoir le débit, d'accord? La puissance vous permet d'avoir le débit de circulation. Bien sûr, regardez, si par exemple vous avez une certaine température d'entrée TE, et vous avez une certaine température de sortie sur le TS, et vous avez par exemple une certaine puissance utile que vous devez installer, bah, le débit c'est quoi? Donc vous allez avoir un certain débit, si vous voulez M ou QM, si vous voulez, débit d'eau, qui va circuler ici. Donc le débit d'eau qui va circuler, c'est par exemple, si j'ai un seul radiateur, c'est la puissance utile divisée par quoi? Par le CP de l'eau, multiplié par le delta T qui est entre l'entrée et, donc c'est le TE et TS. Donc le débit, il est trouvé en fonction de la puissance et du régime que je vais choisir, d'accord? Mais la pompe, on a vu déjà ça en cours, donc en fait, c'est quoi? Elle est choisie en fonction de quoi? J'écoute. Elle est choisie en fonction de quoi, la pompe? Une pompe, c'est quoi? Oui? Perte de charge. Voilà, merci. Donc, c'est la perte de charge en fonction du volume QV qui est en mètres cubes par heure. Et bien sûr, vous avez le delta P qui peut être en pascal ou en mètres de coulomb d'eau, etc. N'est-ce pas? Et bien sûr, vous avez les caractéristiques de pompe en fonction, disons de quoi? Des vitesses de rotation, d'accord? Et vous avez par la suite, c'est quoi? Vous avez le réseau. Donc, la caractéristique du réseau que vous avez ici. D'accord? Donc, vous avez la caractéristique du réseau qui est là. Et bien sûr, vous avez, si je choisis par exemple cette caractéristique, vous avez le QV nominal et vous avez un delta P nominal de votre circuit. D'accord? Et ça, vous avez le point de fonctionnement. Donc, et bien sûr, cette courbe correspond à un certain type de pompe que je vais choisir. Donc, ce qu'il faut savoir pour dimensionner la pompe, c'est quoi? Il faut calculer
les pertes de charge dans le circuit que vous avez installé. Est-ce que c'est clair? OK? Alors regardez, je prends le schéma que j'ai ici, d'accord? Je prends le schéma que j'ai ici donc sur le tableau. Vous remarquez que bon, ça c'est juste un ballon d'échange. Vous avez votre pompe qui est là. Vous la voyez là, d'accord? Et vous avez votre émetteur qui se trouve ici. Alors ce que je vais faire, vous avez les points ici. Vous voyez les points A et les points B? Oui? Oui. S'il vous plaît. Vous les voyez? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Allô? S'il vous Oui, plaît. monsieur. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui. Oui, monsieur, on vous entend. Ah, Allô? allô? Bon, voilà, c'est la connexion qui était défectueuse, d'accord? Oui. Désolé. Très bien. Alors, on reprend un petit peu. Donc, en fait, pour, disons, dimensionner la pompe, comme l'autre élément, par exemple, l'émetteur statique, je suis obligé de savoir qu'est-ce que la pompe va faire, d'accord? Qu'est-ce que la pompe va faire, OK? Et je prends, par exemple, le point A. Vous voyez le point A ici sur le circuit? Le point A, il est là, d'accord? Et vous avez aussi le point B que vous avez ici. OK? Donc, vous avez le point A qui est là et le point B qui est là. Alors, j'écris tout simplement, disons, l'équation de Bernoulli entre quoi? Entre le point A et le point B. Donc, j'ai PA sur OG, c'est juste l'équation, donc le théorème de Bernoulli, plus HA égale P, etc., PB sur OG, etc., etc. Mais ce que vous remarquez ici, j'ai quoi? J'ai un JAB. JAB, c'est quoi? Ça représente les pertes de charge. Voilà, les pertes de charge entre le point A et le point B. J'aurais pu prendre n'importe quel point, peu importe. Vous m'entendez là? Oui. Alors, qu'est-ce que vous regardez ici? Donc, en fait, j'ai JAB. Qu'est-ce qui représente le JAB? Les pertes de C'est charge. là. Ça représente la somme des pertes de charge dans le réseau. D'accord? OK? Et vous avez un circulateur, ça représente une énergie motrice, bien sûr en mètres de courant d'eau ou bien en pascal, peu importe, qui est fournie par le fluide, par le circulateur, par la pompe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette égalité, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? J'écoute. J'écoute. Alors, j'écoute, s'il vous plaît. Monsieur, Oui, j'écoute. monsieur, les pertes de charge, elles doivent être remplacées par une certaine énergie motrice. Bon, tout simplement, plus simple que ça. Donc, en fait, le circulateur ou la pompe, elle doit vaincre uniquement les pertes de charge. Elle doit vaincre uniquement les pertes de charge, tout simplement. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il faut remarquer? Si vous regardez le schéma que nous avons ici, s'il vous plaît, si vous regardez le schéma que nous avons, ça, c'est un circuit qui est fermé, n'est-ce pas? C'est un circuit qui est fermé.
D'accord. Donc, s'il est fermé, c'est pour ça que les HB, les HA, ou, disons, ils s'auto-éliminent. C'est pour ça que ce qu'il faut retenir comme remarque, vous écrivez remarque, dans un circuit fermé, d'accord, le circulateur doit vaincre uniquement les pertes de charge du circuit. D'accord? Si c'était un circuit ouvert, ça va être autre chose. Monsieur معليش تعاود. Bien sûr, bien sûr. Alors justement, vous écrivez dans un circuit fermé, le circulateur doit vaincre uniquement les pertes de charge du circuit. Et c'est pour ça que vous avez JAB. Doit vaincre. Il doit vaincre uniquement les pertes de charge du circuit. D'accord? Voilà ce que nous avons. Alors regardez qu'est-ce que ça veut dire. Comment ça va se répercuter. Ça, c'est pour un circuit fermé. D'accord? Donc, si c'est pour un circuit fermé, j'ai le volume QV qui est là. Donc, c'est toujours en mètres cubes par heure. Et bien sûr, j'ai les delta P. Alors, peu importe, delta P pour moi, ou les H, peu importe. Donc, c'est soit des pascals, soit des mètres ou des millimètres de Coulomb d'eau, peu importe. Alors, regardez qu'est-ce que nous allons voir. Lorsque j'ai un circuit fermé, la courbe caractéristique du réseau, elle commence par 0. Elle commence à 0. Donc, ici, vous avez 0. D'accord? Ici, 0. Et bien sûr, vous allez avoir votre point qui est ici. Maintenant, si j'ai, par exemple, un circuit qui n'est pas fermé, plutôt qui est fermé ou qui n'est pas fermé avec une certaine hauteur statique, la courbe va commencer ici. Et cette valeur ici, que vous voyez, ça correspond à la hauteur statique. Hauteur statique pour un circuit qui est non fermé. D'accord? Ça, c'est pour un circuit fermé. D'accord? Et ça, c'est pour un circuit non fermé ou ouvert. D'accord? Je mets carrément ouvert. D'accord? Est-ce que vous distinguez entre un circuit ouvert et un circuit fermé, s'il vous plaît? J'écoute. Très bien. Donc, bon, un circuit ouvert, supposez par exemple que vous avez de l'eau que vous voulez transférer dans un réservoir qui se trouve à une certaine hauteur. Donc, l'eau ne revient pas. Toute l'eau que vous allez pomper, elle va être transmise dans le réservoir, elle va s'arrêter. Donc, voilà. Ce qu'il faut voir, c'est surtout cette hauteur statique, la différence entre les deux. Pour un circuit ouvert et un circuit fermé. C'est clair? Voilà, donc peu importe maintenant pour le calcul des pertes de charge, on connaît, disons, les méthodes, vous avez fait de l'hydraulique, etc. Donc, vous savez comment calculer les pertes de charge, etc. D'accord? Oui? C'est clair? Oui, non? Très bien. Ah, maintenant, Monsieur, oui, j'écoute. s'il vous plaît, les pertes de charge, la différence entre les deux courbes fermées et ouvertes, c'est écrit quoi en rouge? Alors, en rouge, regardez, qu'est-ce que j'ai ici? À gauche. Ici, j'ai circuit ouvert. D'accord? Oui. C'est un circuit fermé. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ici, vous avez la hauteur statique. Monsieur, je vois rien. Vous ne voyez rien? Oui. Comme ça? Vous voyez? Non. Alors, bon, moi, je vois, j'arrive à voir. Donc, vous voyez le schéma correctement? Non, monsieur Raflou. Ah, flou, hein. Désolé, je ne peux pas faire autrement. Donc, moi, j'avais l'impression que c'était clair pour moi. On est... Et comme ça? Non. Rien du tout? Rien. Waouh. Et quand... Si, vous le voyez? Il y a quelqu'un qui ne voit pas aussi? Moi, je vois, Oui, monsieur. D'accord, mais c'est visible, non? Oui. Très Oui. bien. Très bien. Donc, vous avez ça, c'est la hauteur statique. Ça représente la hauteur statique, tout simplement. OK? Ah, maintenant, il y a un autre problème que l'on va aborder. Donc, en fait, c'est très important. Regardez, s'il vous plaît. Et ça c'est la base. Parce que si vous n'avez pas, par exemple, c'est la nécessité de l'équilibrage hydraulique. Donc, point 13, c'est la nécessité de l'équilibrage hydraulique. Est-ce que c'est clair? Donc, l'équilibrage, c'est quoi d'après vous? L'équilibrage hydraulique d'un circuit, d'après vous, c'est quoi? J'écoute. J'écoute, s'il vous plaît. J'écoute.
Monsieur, l'égalité entre le débit entrant et le débit sortant. Bon, quand on parle de débit, il n'y a pas de problème, certes. Donc, vous avez des débits d'irrigation Q1 et Q2 ont été déterminés. Donc, conçus aux dimensions de la hauteur manométrique H du circulateur. D'accord? Si vous regardez le schéma que vous avez là, s'il vous plaît, d'accord? Si vous regardez le schéma, donc vous avez deux radiateurs, deux émetteurs. D'accord? Donc, vous avez deux émetteurs. Donc, vous avez E1 et vous avez l'émetteur E2. D'accord? Bien sûr, vous avez, bon, je prends par exemple le système, disons, bitube, que ce soit simple pour nous. Vous avez le système bitube qui est là, d'accord? Bon, puisque ça ne va pas partir ailleurs, je vais m'arrêter ici. Donc, je vais venir ici, je vais alimenter, d'accord? Et je vais aller de ce côté, ça c'est le retour, d'accord? Etc. J'ai ma pompe qui se trouve là. Donc, ça c'est la pompe, d'accord? Et bien sûr, je reviens vers mon générateur qui est là, d'accord? Avoir la même hauteur statique. Pardon? Avoir la même hauteur statique. Alors justement, la même hauteur statique, très bien. Donc en fait, c'est quoi? C'est avoir la même hauteur statique. Pourquoi vous dites hauteur statique? Monsieur, pour avoir les mêmes pertes de charge. Voilà. Donc en fait, l'équilibrage, donc vous avez ici, regardez ce que nous avons ici. Donc en fait, vous avez avant, au niveau de la pompe, vous avez par exemple Q1 plus Q2. C'est la somme des deux, d'accord? Donc si j'ai par exemple ici un certain débit Q1, je vais avoir un certain débit Q2 qui va circuler dans l'autre émetteur. D'accord? Et bien sûr, ils vont revenir de ce côté-là. Ils vont revenir, bien sûr. Mais ce qui m'intéresse surtout, s'il vous plaît, donc, vous avez un point A qui se trouve ici, d'accord? Et vous avez un point B qui se trouve ici sur le retour. C'est clair? Alors, bien sûr, si je regarde, alors, s'il vous plaît, regardez bien avec moi. Regardez bien avec moi. Si je pars, par exemple, d'un point, par exemple, A et un point 2 qui est là, je peux, comme ça, donc regardez, il va partir comme ça, il va revenir, et bien sûr, il va repartir dans ce sens. Ça, c'est le premier circuit, non? Vous êtes d'accord avec moi? Donc le A, il va traverser le premier émetteur, et ensuite, il va revenir. Mais je peux aussi avoir quoi? Un autre circuit. D'accord? J'ai un autre circuit. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, le vert, là, je vais aller comme ça, traverser le deuxième émetteur, et je reviens comme ça. Donc, j'ai quoi? J'ai deux émetteurs, donc j'ai deux circuits différents. D'accord? J'ai deux circuits différents. En fait, regardez, qu'est-ce que j'ai? Donc, on note J0, la perte de charge entre les points, si vous voulez. Le point D, il se trouve ici, bien sûr. On va le mettre ici, le point D. D'accord? Pour qu'on puisse comprendre. Et vous avez donc l'essentiel, c'est la perte de charge entre quoi? C'est entre le point B, D et A. Donc, c'est ce circuit-là que j'ai. D'accord? Voilà. Ensuite, vous avez la perte de charge. C'est entre le perte de charge, c'est A. Donc, le point A, il se trouve ici. D'accord? L'émetteur A. D'accord? Parce qu'on fait, disons, l'alimentation comme ça. Et bien sûr, le point B qui est ici. Et vous avez la perte de charge J2, c'est quoi? C'est A. On part de ce point-là. On alimente, donc c'est l'émetteur E2, et ensuite on revient comme ça pour avoir le B. Donc, on va pratiquement, si vous voulez, vous allez avoir différentes pertes de charge. Okay? Bien sûr, le J0, c'est entre A et B directement, d'accord? C'est entre A, B et A, c'est, disons, le circuit d'alimentation primaire. Alors, regardez maintenant, c'est que je vais voir, je vais prendre le nœud A qui est là, d'accord? Je vais prendre le nœud A qui est là. Donc, je vais prendre le point nœud qui est là, et le nœud B qui se trouve ici. Et je vais écrire pratiquement, si vous voulez, je vais voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer au niveau de ces deux nœuds. Donc, vous avez les vitesses d'écoulement au niveau du nœud A et du nœud B. Bien sûr, si je regarde par exemple au niveau du point A, vous avez à l'entrée, donc à l'entrée ici, le point A, vous avez la somme des débits Q1 plus Q2. D'accord? C'est ce qui est écrit ici. Donc, vous avez Q1 plus Q2, vous avez une certaine vitesse VA, et donc le nœud A est ici. Vous avez un certain débit qui va partir ici, donc, vers l'émetteur A avec un débit Q1 et une vitesse VA1, et un autre débit Q2 qui va passer vers l'émetteur, donc à une vitesse VA2. D'accord? Et ça, c'est le retour. C'est le retour, donc vous allez avoir le débit Q1 qui revient de l'émetteur A, ici. Vous avez le débit ici Q2 qui va revenir sur le de l'émetteur 2, et bien sûr, vous allez avoir la somme qui va repartir vers le point B et bien sûr vers
disons, la chaudière que vous avez. N'est-ce pas? C'est clair? Et bien sûr, regardez, donc, ce qui est important de savoir, donc, j'écris toujours, donc, en fait, on applique toujours, disons, le théorème de Broglie entre, si vous voulez, le point A et le point B. D'accord? Le point A et le point B. Et qu'est-ce que vous remarquez? Donc, en fait, j'applique, disons, ça, c'est quoi? C'est la hauteur manométrique de la pompe. Le H, c'est la hauteur manométrique de la pompe. Qu'est-ce qu'elle doit vaincre? Elle doit vaincre les paires de charges ici au niveau de quoi? Au niveau de l'émetteur 1, et aussi elle doit vaincre aussi les paires de charges au niveau de l'émetteur 2. Et qu'est-ce que vous remarquez? Elle doit être la même, égale, d'accord? Elle doit être égale, d'accord? Ah, bien sûr, ce que vous remarquez, donc vous avez des différences de vitesse qu'on appelle le regain statique. Le VB1 moins VA, donc moins VA1 au carré sur 2G, le VB2 moins VA2 sur 2G au carré, ce qu'on appelle les regains statiques. D'accord? C'est en fonction, si vous voulez, de la vitesse, etc. Donc, c'est des regains statiques. Généralement, si vous voulez, donc, nous avons des vitesses qui sont relativement, si vous voulez, faibles. Et qu'est-ce qu'on fait? On les néglige. Donc, si on néglige les termes VBI moins VI, donc ces deux termes-là, donc les termes à nous, on va les négliger carrément. On va les négliger carrément. Donc, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir tout simplement, alors j'écoute. GA est égal à J2. Voilà, donc nous allons avoir, si vous voulez, que GA égale J2. D'accord? Nous allons avoir G1 égale, pardon. Voilà. Donc nous allons avoir tout simplement que J1 égale J2, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire J1 égale J2? J'écoute. J'écoute. La perte de charge qui passe par l'émetteur 1 égale à la perte de charge qui passe par l'émetteur 2. Ça veut dire que pour avoir un circuit Un circuit. qui est équilibré, je dois avoir la perte de charge dans le circuit 1 qui doit être égale à la perte de charge du circuit numéro 2. C'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Et ça, c'est important, c'est important. D'accord, ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça que je dois avoir les pertes de charge dans n'importe quel circuit, qu'elles doivent être identiques. Est-ce que vous pensez que réellement, les pertes de charge dans un circuit, est-ce qu'elles sont les mêmes? Non. Réellement, pratiquement. Non, jamais. Approximativement les mêmes. Non, jamais. C'est-à-dire que lorsque vous allez choisir, par exemple, si vous voulez, une installation, vous voyez bien, par exemple, je reprends ce schéma-là que j'ai ici. Je prends ce schéma-là. L'émetteur, par exemple, 2, il n'est pas, disons, à côté de l'émetteur 1. Les circuits sont différents. Vous avez des tuyauteries qui sont en plus, n'est-ce pas? Donc, les circuits 1 et les circuits 2 ne sont pas les mêmes. Ils sont différents. C'est tout à fait normal que vous ayez trouvé un J1 qui est différent du J2. Mais, normalement, pour que le système fonctionne, pour que la pompe fonctionne correctement, il faudrait que la perte de charge dans n'importe quel circuit doit être la même. D'accord? Et c'est pour ça, si vous voulez, pratiquement on dit que dans une installation, dans un système, disons, de chauffage, il faudrait que l'installation doit être équilibrée. Est-ce que c'est clair? Oui? Oui. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est pour ça, donc maintenant, notre rôle, on va avoir une installation, quelle que soit, disons, l'installation pour nous, et on va calculer les pertes de charge dans chaque réseau. D'accord? Et si on voit qu'il y a une grande différence, on va ajouter des singularités. Donc, on va créer des pertes de charge supplémentaires dans les réseaux qui sont les plus favorisés. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut partir du principe suivant. Lorsque vous avez une installation de chauffage, les pertes de charge sont différentes pour les différents réseaux. Et à ce moment-là, on est obligé, on sera amené à effectuer quoi? À effectuer quoi? À effectuer un équilibrage du réseau. D'accord? Et bien sûr, les équilibrages, donc, premièrement, on va avoir, si vous voulez, donc, vous voyez ici, donc, les pertes de charge des transforms dérivés à partir des nœuds communs doivent être égales. D'accord? C'est ça la conclusion. D'accord? Les pertes de charge des transforms dérivés à partir des nœuds communs doivent être égales. N'est-ce pas? Et les tronçons sont alors en équilibre hydraulique. Qu'est-ce que ça veut dire en équilibre hydraulique? C'est-à-dire que vous allez avoir, disons, si vous voulez, la puissance désirée au niveau de chaque émetteur que vous allez installer. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Okay. Donc, regardez, je reprends un petit peu mon schéma qui est là. Je reprends mon schéma. Donc, regardez, entre le point A et le point B, donc j'ai A,
ADB, ADB, d'accord? Ou DDA, peu importe. La perte de charge est la même, quel que soit le circuit. Mais si, par exemple, je prends, si vous voulez, le A, E1 et B, et je prends, par exemple, si vous voulez, le circuit que j'ai ici, A, E2 et B, les pertes de charge ne sont pas les mêmes parce que vous avez des tuyauteries en plus, les émetteurs sont différents, etc. D'accord? Alors maintenant, regardez qu'est-ce qu'on fait. Donc, la conclusion, c'est quoi? Les pertes de charge, donc les transferts dérivés à partir de nœuds communs doivent être égales. Alors, sachez bien, s'il vous plaît, que c'est à partir de nœuds communs. Parce qu'il y a un circuit qui est commun aux deux réseaux. Et donc, qu'est-ce que je sais? Si cette condition G1 égale J2 n'est pas réalisée, qu'est-ce qu'on fait? La poudre possédant la plus forte perte de charge ne sera pas irriguée avec le débit fluide. Donc, vous n'aurez pas la puissance désirée au niveau de votre émetteur. D'accord? Et c'est à partir de là qu'il faudrait, si vous voulez, donc, comment dirais-je, équilibrer votre réseau. D'accord? Regardez maintenant. Oui, j'écoute. Oui, j'écoute. On parle des nœuds communs. Sur notre schéma, c'est le nœud A et le B et le D. Voilà. Les piquages. Là où vous avez des piquages. Là, vous avez dit, c'est le nœud A et le nœud B. D'accord? C'est clair? Donc, regardez, je reviens ici. Donc, en fait, vous avez le piquage, le nœud commun, c'est le point A et le point B. D'accord? Parce qu'ici, c'est le point A, vous alimentez comme ça, et puis ça part vers l'autre. Le retour, le point B, il est commun pour les retours de l'émetteur 1 et de l'émetteur 2. Donc, c'est les points de piquage au niveau de chaque, disons, élément. C'est clair? Oui? Alors maintenant, regardez, s'il vous plaît. Donc, on parle, si vous voulez, d'équilibrage. Donc, la pratique de l'équilibrage hydraulique consiste à aligner, à placer des pertes de charge supplémentaires, d'accord, dans les dérivés à partir des nœuds communs, les piquages d'émetteurs, les boucles horizontales, etc. Donc, on va ajouter des singularités généralement, ou là, des longueurs de tuyauterie. Mais les longueurs de tuyauterie, c'est pas pratique. On va ajouter, par exemple, si vous voulez, des éléments, disons, des singularités. Alors, bien sûr, regardez ici, donc, en général, qu'est-ce qu'on installe? On installe sur chaque dérivation un organe de perte de charge singulière. Alors, regardez, qu'est-ce que vous avez ici? C'est ce qu'on appelle un coup de ou T de réglage. Vous le voyez là? Oui. Vous le voyez? Donc, c'est un coude de réglage. Le coude, si vous regardez les radiateurs, vous les avez toujours à la sortie du radiateur. D'accord? Par exemple, vous avez, disons, les T de réglage. C'est juste, vous enlevez le cap. C'est un bouchon. Là, c'est un bouchon. Vous l'enlevez et avec votre tournevis, vous allez tourner pour régler un peu plus ou moins, disons, le débit d'eau qui va circuler dans votre radiateur. C'est des éléments très simples, ce qu'on appelle des coudes ou T de réglage. C'est bon? Maintenant, vous avez à côté ce qu'on appelle une valve de pied de colonne. C'est une valve de réglage. Ça, c'est proprement dit. Ça, c'est un peu plus compliqué que cela. D'accord? C'est encore beaucoup plus compliqué, si vous voulez, que ce T de réglage. Donc, vous avez des valves de réglage. Alors, ces valves de réglage, bien sûr, vous avez, disons qu'elles sont là. Et ces valves, on les ferme soit, si vous voulez, manuellement ou automatiquement. D'accord? Et ces vannes, c'est elles qui vont, disons, nous donner des pertes de charge supplémentaires en ouvrant ou en fermant un peu plus, si vous voulez, disons, le pointeau que vous avez ici. C'est clair? Donc, il faut parler du point. Donc, en fait, la conclusion de tout ça, lorsque vous avez des réseaux qui ne sont pas, si vous voulez, équilibrés, on est obligé de les équilibrer pour avoir la même perte de charge, quel que soit le réseau d'installation. D'accord? Tout simplement pourquoi? Parce que la pompe, le circulateur, ne doit avoir qu'un seul delta P sur lequel il doit alimenter les réseaux, quel que soit le réseau. N'est-ce pas? Donc, on ajoute soit des T, disons, de coups de réglage lorsqu'il s'agit, par exemple, à la sortie des émetteurs, ou bien, par exemple, si vous voulez, on ajoute des vannes de pied de colonne, donc des vannes de réglage, et que l'on ferme ou on ouvre en fonction de la perte de charge désirée. D'accord? Je vais vous envoyer un document sur le calcul de ces, disons, de ces vannes de réglage, etc. Très bien. Donc maintenant, vous avez donc ici, d'accord, un terme de, bon, c'est un terme nouveau, donc en fait, ce qu'on appelle les histoires de thermosiphon, d'accord. Est-ce que vous savez ce que c'est que le thermosiphon, s'il vous plaît? Non? Non, pas du tout. Non. Alors, regardez ce qu'on appelle le phénomène de thermosiphon. D'accord? Le thermosiphon, c'est quoi?
Alors, regardez, lorsque vous avez une installation de chauffage, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'une pompe, n'est-ce pas? Oui. Pour que l'eau puisse circuler, on doit utiliser une pompe. Très bien. Mais il y a aussi un autre principe, ce qu'on appelle, autre principe qu'on appelle le phénomène de thermosiphon. D'accord? Le phénomène de thermosiphon, c'est quoi d'après vous? En général, par exemple, si je prends deux régimes, regardez s'il vous plaît, je vous prends ce schéma-là. D'accord? Je vous prends ce schéma-là. D'accord, que vous avez. D'accord? En principe, je dois avoir une pompe. D'accord? Mais supposons si je n'ai pas de pompe. Si je n'ai pas de pompe, qu'est-ce que je vais faire? J'écoute. J'écoute. Si je n'ai pas de pompe, comment l'eau va-t-elle circuler? On augmente la vitesse. Il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de pompe. Il n'y a pas de pompe. Regardez s'il vous plaît. Regardez. Je vous fais un schéma. Regardez, je vous fais un schéma simple. D'accord? Je vous fais un schéma simple. Supposons que vous avez votre générateur qui est là. Vous voyez s'il vous plaît? Oui. Vous avez votre générateur. Et vous avez un émetteur qui se trouve ici. N'est-ce pas? Ok. Donc vous avez un émetteur qui est là. Vous avez un générateur. Bon, je dois alimenter ce générateur. Je dois alimenter, si vous voulez, cet émetteur qui est là, par de l'eau. Et bien sûr, vous avez aussi le retour qui se fait de ce côté. Nous sommes d'accord? Bien. Si par exemple, d'après ce que j'ai ici sur mon... Si je prends par exemple un régime, si vous voulez, 90 degrés, d'accord? Et le retour soit dans 70 degrés. D'accord? Normalement, je dois avoir une pompe, mais j'ai pas de pompe. J'ai pas de pompe. J'ai pas de pompe. Alors vous allez me dire comment l'eau va circuler dans ce circuit. Je vous écoute. Comment l'eau va-t-elle circuler? J'écoute. En charge. En charge, comment? J'écoute. Comment l'eau va-t-elle circuler? Alors vous regardez s'il vous plaît. Lorsqu'un liquide se réchauffe, qu'est-ce qu'il fait? Se débat. Si la température augmente, c'est la masse volumique qui va changer. Oui. Nous sommes d'accord? Vous remarquez ici, par exemple, si je prends le régime 90, vous avez, disons, la masse volumique de l'eau à 90 degrés, elle est de combien? De 9,65 kg par mètre cube. Oui ou non? Oui? Oui. Et vous avez, par exemple, à 70 degrés, la masse volumique est de 978 kg par mètre cube. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, s'il vous plaît? J'écoute. Alors? J'écoute. Pardon? Dilatation. Il y a dilatation. Donc, s'il y a dilatation, donc ça va donner un mouvement naturel à l'eau. L'eau va se déplacer. L'eau va se déplacer sans avoir besoin de pompe. Et ça, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, le phénomène de thermosiphon. D'accord? Si vous avez, par exemple, de l'eau qui est plus chaude, cette eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se déplacer ici. Elle va monter dans ce sens. Parce que vous avez 90 degrés de ce côté. Elle va traverser, et bien sûr, elle revient avec, disons qu'ici, vous avez, disons, une certaine masse volumique à 90 degrés. Vous avez ici une certaine masse volumique à 70 degrés. Donc, le fait que l'eau est plus importante en température, donc elle va monter. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va redescendre, tout simplement. C'est ce qu'on appelle le phénomène de thermosiphon. L'eau fonctionne l'eau circule de façon naturelle, tout simplement. D'accord? Et bien sûr, donc, si je reprends, si vous voulez, le circuit que j'ai ici, d'accord? Si je prends le circuit que j'ai ici, donc vous avez le circuit, donc vous avez une certaine hauteur HA, une certaine hauteur HB, bien sûr, moins de votre émetteur. Donc vous avez une vitesse à l'entrée VA, vous avez une certaine VA prime de retour, etc. Vous avez VB et VB prime et VB, peu importe. Donc vous faites, disons, si j'applique la relation de Bernoulli entre ces points-là, VB, etc. La conclusion, c'est que j'arrive, par exemple, en négligeant les gaz statiques, comme tout à l'heure, j'arrive que la force motrice, le H, que j'ai ici,
d'accord, naturel, c'est égal à JAB plus JBA. Donc, JAB, c'est l'aller, et JBA, c'est le retour. Et bien sûr, vous avez un autre terme, donc vous avez ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? GHB moins HA, d'accord, divisé par ρ 70 moins ρ 90, d'accord. Et qu'est-ce que vous remarquez? Donc, en fait, ça, c'est la force motrice qui est due au thermosiphon. Donc, ce dernier terme, donc, que vous avez ici, c'est ce qu'on représente une énergie motrice qu'on appelle le thermosiphon qui provoque, en l'absence de circulateur, que vous voyez, en l'absence de circulateur, une mise en circulation du fluide. D'accord? Et en principe, ça, si vous voulez, malheureusement pour nous, donc, vous voyez bien qu'on ne peut pas l'utiliser sur des circuits qui ont des pertes de charge importantes. Nous sommes d'accord? Ou bien, par exemple, des différences de hauteur qui sont importantes, parce que plus les hauteurs HB, HA sont différentes, parce que vous avez un signe moins ici. D'accord? Donc, plus les hauteurs sont importantes, plus la force motrice va diminuer. Nous sommes d'accord? Oui ou non? Oui? C'est clair? Et en fait, ce qu'il faut retenir, donc le thermosiphon, c'est quoi? C'est la mise en circulation de l'eau dans un circuit de chauffage, d'accord? Naturellement, sans avoir besoin de pompe, sous l'effet de la différence de température de l'eau aller et de l'eau retour, tout simple. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, voilà, tout simplement. Donc, voilà ce que c'est le thermosiphon. Bon, mais en fait, ce sont des systèmes qui étaient utilisés à l'époque, lorsqu'on n'avait pas, disons, des technologies assez avancées. Mais en fait, elles sont utilisées dans les installations au chauffage bois ou dans le montage de capteurs solaires parce que les longueurs ne sont pas importantes et les différences de hauteur ne sont pas importantes du tout aussi. D'accord? Ah, bien sûr, le thermosiphon, on le néglige parce que généralement, lorsque même vous avez une pompe sous l'effet, disons, de la différente température, vous avez toujours un effet de thermosiphon que l'on néglige carrément parce que nous avons une pompe qui va nous donner, disons, la circulation du fluide que l'on veut, etc. Est-ce que c'est clair, l'histoire du thermosiphon, s'il vous plaît? Oui. Oui ou non? Oui. Oui. Très bien. Alors maintenant, regardez, donc, je reprends ici. Continue. Donc, en fait, le calcul des réseaux monotubes, on les a vus, je suppose, n'est-ce pas? Vous avez un réseau monotube ici, donc série dérivée. Le calcul, le dimensionnement des émetteurs, on l'a vu, c'est pas la peine de revenir dessus. D'accord? OK? Voilà. Donc, maintenant, vous avez aussi les réseaux bitubes, on les a vus, donc les descriptions, donc les réseaux bitubes. Donc, des réseaux de distribution secondaire. Vous avez les réseaux bitubes, les réseaux monotubes, etc. D'accord? OK? Maintenant, il y a aussi, comment dirais-je, donc ça c'est comment monter les bitubes, comment monter les monotubes. Je vais vous envoyer des autres documents, vous allez voir comment c'est fait, d'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, là? Oui? Oui? J'écoute. On va voir maintenant, si vous voulez, un autre document qui va nous éclairer sur ce que nous avons vu, d'accord? Donc, si vous voulez, c'est, disons, les dimensionnements, comment on fait, disons, pour calculer les réseaux, etc. On va passer directement, disons, à la schématisation des chauffages. On l'a ce document. Non, je vais vous les envoyer. Je vais vous les envoyer. La Inch'Allah, comme هكذا. OK? Inch'Allah. Et bien sûr, il faut les partager avec vos collègues, etc. Monsieur aussi celui de climatisation. Oui. Ventilation. Bon, il n'y a pas de problème. Je vais vous envoyer à la ventilation. D'accord? Bon, ça, c'est la réglementation. On va passer dessus. D'accord? Mais il y a des choses qui sont plus intéressantes. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est les histoires de chauffage central. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur ce schéma, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voyez sur ce schéma? Vous avez un générateur, n'est-ce pas? Oui? Vous avez un générateur qui est là, d'accord? Oui, bien sûr. Et vous avez, par exemple, une pompe qui est là et va alimenter, si vous voulez, l'émetteur qui se trouve ici. D'accord? Vous avez l'émetteur qui se trouve ici. Monsieur, quand vous dites émetteur, c'est radiateur. Oui, quand je dis un émetteur, c'est un radiateur, tout simplement, d'accord? OK?
Donc, vous voyez le schéma, vous avez une chaudière qui se trouve ici, d'accord? Bon, ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une pompe qui est là. Vous avez un émetteur, un radiateur qui se trouve ici, d'accord? OK? Vous arrivez à voir maintenant, c'est clair pour vous? Oui? Oui, J'écoute. c'est bien. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous remarquez aussi? Donc, en fait, vous avez, par exemple, si vous voulez, une vanne ou la pompe qui se trouve ici, d'accord? Vous avez le 11 ici, c'est ce qu'on appelle une sonde. Le 11, c'est une sonde extérieure. Vous la voyez ici, c'est une sonde. Alors, une sonde, c'est quoi pour vous? C'est quoi une sonde? J'écoute. C'est quoi une sonde? C'est un capteur, non? C'est un capteur de température. Oui. Oui. C'est un capteur de température. Alors, par exemple, si je regarde, si vous voulez, ce schéma qui est là, je vais l'analyser, on va voir ce que j'ai. J'ai le 12, c'est quoi? Le 12, c'est un générateur, c'est ça? Oui. Donc, le 12, le 12, c'est une sonde, pardon. En fait, vous avez un générateur. Donc, vous avez le 1, c'est quoi? C'est le départ, qui est là, départ eau chaude. Le 2, c'est quoi? C'est le retour. D'accord? Le 3, c'est quoi? Une soupape Ah, soupape de quoi? de sécurité. À quoi sert la soupape de sécurité, s'il vous plaît? À quoi elle sert? J'écoute. À quoi sert la soupape de sécurité? Si vous avez par exemple de l'eau chaude qui est créée, donc si vous faites varier la température, la pression va changer, n'est-ce pas? À l'intérieur de votre générateur, à l'intérieur de votre circuit. Si la pression devient excessive, devient importante, et à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Cette soupape, elle est tarée, elle est réglée pour supporter une certaine pression. Si la pression devient excessive, vous avez cette soupape qui va s'ouvrir, d'accord? Elle va décharger l'excédent de pression vers l'extérieur, tout simplement. C'est une sécurité. Une soupape de sécurité, c'est lorsque la pression augmente à l'intérieur, vous avez automatiquement une décharge vers l'extérieur. D'accord? Oui? Oui. Alors, le 4, oui, le 4, où est-ce qu'il y a le 4? Alors, j'écoute. Le 4, c'est un manomètre quelque part, il est quelque part, où est-ce qu'il y a le 4? Le 4, vous l'avez ici, d'accord? C'est un manomètre, il est la pression, il est sur la soupape de sécurité. Si la pression dépasse une certaine valeur, tac, la soupape s'ouvre, d'accord? Le 5, c'est quoi? Purgeur. Pardon? Le 5, c'est le purgeur, vous le voyez ici, vous le voyez, non? Oui. Le purgeur, c'est quoi? Il sert à quoi ce purgeur? Je sais À quoi il sert le purgeur? Vider. Vider quoi? L'eau. Non. Un purgeur. Normalement, lorsque vous avez une installation, vous pouvez avoir de l'eau ou de l'air à l'intérieur de votre circuit, n'est-ce pas? Oui. Vous allez avoir de l'air éventuellement. Ce purgeur, il permet à l'air de s'évacuer vers l'extérieur. D'accord? C'est pour faire évacuer l'air du circuit de chauffage vers l'extérieur. Pour ne pas avoir de l'air. Parce que on sait très bien que les pompes, lorsqu'il y a de l'air, vous risquez d'avoir des cavitations, donc ça ne peut pas marcher, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on doit avoir uniquement de l'eau à l'intérieur du circuit. Et s'il y a de l'air, il est automatiquement, envoyé vers l'extérieur par l'intérieur de ce purgeur. C'est clair? Oui. Bon, vous avez ici des robinets d'arrêt. Le 6, vous en avez un là. Vous en avez un là. Normalement, pourquoi? C'est pour isoler, en cas où vous avez besoin de changer votre radiateur. Pour ne pas que l'eau s'échappe, vous fermez des deux côtés, d'accord, et vous enlevez votre radiateur, vous le réparez, vous le changez quand vous voulez, d'accord? Le 7, c'est quoi? Le 7, c'est la pompe de circulation, d'accord? Et bien sûr, vous avez aussi, disons, une vanne d'arrêt de ce côté, une vanne d'arrêt. Si je veux changer la pompe, j'arrête ici et je change ma pompe, n'est-ce pas? Ok? Le 8, c'est quoi? Le 8, il est là. C'est une vanne? C'est une vanne d'expansion. C'est un vase d'expansion, pardon. C'est un vase d'expansion. À quoi sert un vase d'expansion? J'écoute. À quoi sert un vase? C'est à extraire l'air, non? Non. Attention. Un vase d'expansion, c'est quoi? Lorsque vous avez de l'eau à l'intérieur, par exemple, quand l'installation ne fonctionne pas, peut-être que l'eau, elle a la température ambiante, elle est peut-être égale à 15 ou 20 degrés, n'est-ce pas? D'accord? En hiver, peut-être que l'eau est à 10 degrés. D'accord? Maintenant, si vous chauffez cette eau jusqu'à pratiquement soit 90 degrés, qu'est-ce qui va se passer? Le volume, il va augmenter.
Elle se dilate, monsieur. Mais donc, si elle se dilate, il y a un excédent de volume. Oui, non. Oui. C'est un excédent de volume. Il faudrait que cet excédent de volume, il faudrait qu'il y ait un élément qui puisse l'absorber, qui puisse, si vous voulez, le contenir. Et c'est ça le vase d'expansion. On va les voir par la suite, je pense qu'on en a déjà parlé. Donc, un vase d'expansion, il permet juste d'absorber l'excédent de volume sous l'effet de la température lorsque vous chauffez l'eau. Est-ce que c'est clair? OK? Et ce sont des éléments qui se calculent. D'accord? Ensuite, le lève, c'est quoi? C'est un robinet de vidange. de vidange. C'est juste un robinet de vidange, etc., qui vous permet peut-être de vider votre circuit, etc. Nous sommes d'accord? Oui. Ensuite, le 10, bon, c'est l'alimentation en eau froide. Le 10, c'est alimentation en eau froide. Donc, lorsque j'ai besoin, par exemple, de remplir mon circuit, je ramène l'eau froide de ce côté, je la remplis et je ferme, et c'est terminé. D'accord? Disons, le 12, c'est la sonde de la chaudière. Le 12 ici, c'est quoi? C'est la sonde de la chaudière. Qu'est-ce qu'elle fait, cette sonde de la chaudière? Elle permet de mesurer la température de l'eau que je suis en train de distiller, tout simplement. N'est-ce pas? Ensuite, vous avez le 13. Le 13, c'est un clapet anti-retour. D'accord? Pour ne pas que l'eau puisse aller dans ce sens. Parce que vous allez, par exemple, si vous voulez alimenter, il faudrait que l'eau passe dans la chaudière, mais il ne faut pas qu'elle passe dans ce sens. N'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Est-ce que c'est clair? Très bien, très bien, très bien. Et donc maintenant, vous avez aussi le 14, c'est quoi? Le 14? Robinet thermostatique. Voilà, le robinet thermostatique, il est à l'entrée du radiateur. Donc ça me permet de régler la puissance émise au niveau de... Bien sûr, il peut être manuel, les robinets classiques que nous avons peut-être, que nous connaissons. Et ici, il peut être automatique. Donc la fermeture et l'ouverture se fait de façon automatique ou manuelle. D'accord? Et le 16 et le 15, qu'est-ce que vous avez ici? C'est juste un élément de sécurité, ce qu'on appelle ces points disconnecteurs. Bien sûr, c'est pour arrêter donc l'eau quand elle passe de ce côté-là, tout simplement. Mais le 11, c'est quoi le 11? Le 11, on a vu que c'était une sonde extérieure, d'accord? Cette sonde extérieure, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mesure la température extérieure, d'accord? Et c'est en fonction de la température extérieure que je vais avoir une certaine température de l'eau chaude que j'ai ici. Bon, là, ça, c'est le cours de régulation en principe. L'emplacement, si vous voulez, de ces capteurs, de ces sondes ou de ces thermostats, en fonction de ce que l'on va avoir généralement. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Oui? Très bien. Alors, voilà, donc les différents types de chaudières, je pense qu'on les a, disons, on les a déjà vus, c'est pas la peine de revenir. D'accord? Et donc, en fait, maintenant, vous avez les systèmes, les différents systèmes de distribution de chaleur. D'accord? Les différents systèmes de distribution de chaleur. Alors, ce schéma que vous voyez ici, c'est quel type? Sur le schéma que vous avez ici. Monotube. Oui? C'est quel type? Monotube. Voilà, c'est le système monotube dérivation, d'accord? OK? C'est un système série dérivée, tout simplement, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous avez ici? C'est le même. Donc, en fait, vous avez des chaudières qui sont là, donc vous allez les appliquer, donc vous allez avoir des différents. Alors, quelle est la différence entre ce schéma que vous avez ici, d'accord, et le schéma que vous avez ici, s'il vous plaît? Regardez. Ça, c'est un système bitube, d'accord? Regardez ce que vous avez. Oui. C'est un système monotube, n'est-ce pas? C'est un système monotube. Le premier, chaque retour d'un émetteur va à l'autre émetteur, l'émetteur suivant. Voilà, donc deuxième, exactement. Voilà, donc ça c'est un système monotube dérivé. Si je prends celui-ci, c'est le système bitube, n'est-ce pas? Oui. C'est le système bitube, vous le voyez ici. Et si je prends le dernier, c'est quoi? C'est quoi? C'est la distribution pieuvre. Ce qu'on appelle la distribution pieuvre. Alors, quelle est la différence, par exemple, entre le bitube, etc.? Quelle est la différence? Quelle est la différence? La canalisation, monsieur. La différence, c'est que vous avez, je vais agrandir un petit peu, d'accord? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous avez des distributeurs, c'est ça? D'accord? Vous avez
Distribué. distributeur. Voilà. Ce qu'on appelle, ce sont des collecteurs tout simplement. Alors, regardez, ce sont des collecteurs que vous avez ici. D'accord? Deux collecteurs. Ce qu'on appelle un collecteur aller et un collecteur retour. Donc ça, c'est un collecteur. D'accord? Et aller, par exemple. Et ça, c'est un collecteur retour. D'accord? Collecteur aller, collecteur retour. Alors, regardez maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous avez l'eau chaude qui arrive ici. D'accord? Bien sûr, l'eau froide qui repart dans ce sens. D'accord? Etc. Maintenant, si j'ai par exemple un émetteur ici, un autre émetteur ici, je vais prendre deux, simplement, ça suffit. Je ne vais pas alimenter directement. Donc, regardez, je fais un piquage et j'alimente. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais un autre piquage et j'alimente. Et les retours sont différents. Les retours sont différents pratiquement. Donc, le retour, il se fait de ce côté sur ce collecteur et le retour se fait sur ce collecteur. Donc, vous avez des allées et des retours qui sont indépendants. D'accord? Ils sont pratiquement indépendants. Si vous regardez par exemple le bitube, vous avez une tuyauterie, à chaque fois vous faites des piquages et vous alimentez les différents émetteurs, n'est-ce pas? Le retour aussi, vous avez pratiquement un retour commun et un aller commun. Pour le circuit que j'ai ici, donc la distribution en pieuvre, vous avez un collecteur et chaque distribution et chaque retour est indépendant. D'accord? Oui. Voilà, donc là, ça c'est une flexibilité, vraiment, si vous voulez, parce que c'est une flexibilité, disons, de, comment dirais-je, d'alimentation, d'accord? Et ça, on les trouve généralement, donc, si vous voulez, dans les installations, par exemple, dans les villas, dans les appartements, d'accord? Vous ne pouvez pas, par exemple, avoir la tuyauterie qui va le long des murs, donc on la met carrément sous le plancher. Et ça, par exemple, on le fait généralement surtout pour les planchers chauffants. C'est surtout pour les planchers chauffants. D'accord? OK? Voilà. Bien maintenant, donc, vous allez avoir donc en fait les différentes sortes de tubes utilisés parce qu'il faut bien quand même qu'on parle un petit peu de la tuyauterie. D'accord? D'accord? Donc, généralement, alors, quelle est la tuyauterie? Quelles sont les canalisations ou la matière des canalisations que l'on peut utiliser dans les systèmes de chauffage? J'écoute. La fonte. Oui, j'écoute. La fonte. Pardon? J'écoute. J'écoute. Le cuivre, l'acier. Voilà, donc vous lisez bien, donc vous avez le cuivre premièrement, d'accord? Vous avez l'acier et vous avez le PER. Alors, qu'est-ce que c'est que le PER? Le PER. Qu'est-ce que c'est que le PER? Vous le voyez ici? Ouais. PER. Que ça veut dire? C'est le Polyéthylène réticulé haute densité. Voilà, très très bien, très très bien, très très bien. Alors, avant, qu'est-ce qu'on utilisait? Donc, on utilisait le cuivre. On peut utiliser aussi l'acier. On peut utiliser, par exemple, sur les matières plastiques. Les matières plastiques que vous voyez ici, d'accord? Alors, le cuivre, est-ce que vous pensez qu'on va utiliser le cuivre, quel que soit le type d'installation? Non, monsieur. Pourquoi non? Parce qu'il est très cher et Oui, donc vous avez, justement, il est très cher, donc on ne va pas l'utiliser, n'est-ce pas? Maintenant, donc le cuivre, c'est pour les petites installations, d'accord? Individuelles. Maintenant, l'acier. Alors, quel type d'acier? inoxydable. J'écoute la lame. Inoxydable, monsieur. Là. Attention, s'il vous plaît. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que, justement, on va en parler un petit peu, d'accord? Alors, vous avez l'acier. Quels sont les différents types d'acier? Quand est-ce qu'on parle de fer? D'accord? Regarde. Quand est-ce qu'on parle de fer? Quand est-ce qu'on parle de l'acier? Quand est-ce qu'on parle de la fonte? Quantité de carbone. Voilà, merci. Donc, c'est la quantité de carbone. Donc, merci Zinedine, d'accord? Et donc, c'est la quantité de carbone qui se trouve dedans. Donc, la fonte exclue. On ne peut pas l'utiliser. On peut pas utiliser la fonte, si vous voulez, dans, les installations d'eau chaude. La fonte, on l'utilisait à fond, peut-être pour l'apport, disons, de l'eau froide, d'accord? Et pour les évacuations aussi, disons, dans les systèmes, si vous voulez, sanitaires.
Mais le fer, bien sûr, il est pur, on ne peut pas l'utiliser, et on utilise de l'acier. Alors, mais quel type d'acier? D'accord? Quel type d'acier? Alors, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit l'acier inoxydable, d'accord? Agda? Oui, là, vous avez dit l'acier inoxydable. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acier inoxydable? D'accord? C'est quoi l'acier inoxydable? Oui, j'écoute. Plus une quantité de chrome. Oui, inoxydable, d'accord? J'écoute. Oui, j'écoute, allez, c'est cette quantité de Carbone. chrome, c'est le chrome. Est-ce qu'on ajoute uniquement du chrome? Donc, vous ajoutez du chrome, d'accord? Vous ajoutez du chrome, et ensuite, qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi? Mis à part le chrome. D'accord? Oui? J'écoute. Je sais qu'il y a une quantité de chrome, mais à part le chrome, je ne sais pas. Le chrome. Donc, vous avez le chrome, vous avez disons, le molybdène, d'accord? Le molybdène, d'accord? Le molybdène, d'accord? Et vous avez donc, ce qu'on appelle généralement l'acier inoxydable, c'est le chrome vanadium. Donc, vous avez le vanadium, le chrome, le molybdène, etc. D'accord? Bien. Donc, ça, c'est l'acier inoxydable. Et ensuite, qu'est-ce que c'est que, disons, l'acier que vous trouvez sur le commerce qui est utilisé, d'accord, pour l'eau froide? C'est quoi? Quel type d'acier? Galvanisé, monsieur. Voilà. Donc, vous avez aussi l'acier galvanisé. Alors, qu'est-ce que c'est quoi l'acier galvanisé? Oui, j'écoute. C'est quoi l'acier galvanisé, s'il vous plaît? D'accord? C'est quoi l'acier galvanisé? Allez, quelqu'un, s'il vous plaît, allez. J'écoute. Fait du zinc. Voilà, on ajoute quoi? On ajoute du zinc, tout simplement, d'accord? On ajoute du zinc. Ouais. Donc, et quel est l'effet? Pourquoi on ajoute du zinc? Pourquoi on ajoute du zinc? Pourquoi? C'est pour éviter la rouille. N'est-ce pas? C'est pour éviter que, disons, l'acier se rouille, bien sûr, surtout lorsque vous avez de l'eau chaude, etc. Alors, justement, donc, vous avez l'acier galvanisé. Et un autre type d'acier, c'est quoi? C'est l'acier noir. Ouais. D'accord? C'est l'acier noir. Alors, c'est quoi l'acier noir? C'est du fer. C'est du fer avec un tel pourcentage de carbone, tout simplement. D'accord? OK? Et en général, pour les installations, alors justement, le cuivre, on l'utilise dans les installations de chauffage, mais à condition que l'installation soit de petites dimensions, c'est par exemple individuelle, d'accord? Maintenant, si vous avez par exemple des installations qui sont très importantes, on utilise généralement soit de l'acier noir, d'accord? Pour l'eau chaude. L'eau chaude, c'est de l'acier noir. Pour l'eau froide, c'est surtout le galvanisé. D'accord? Et le PR maintenant, donc en fait maintenant c'est nouveau pour nous, donc vous avez le PR. Vous avez le PR dans ce qu'on appelle le polyéthylène réticulé haute densité. Bien sûr, c'est un matériau plastique. Donc comme vous lisez ici, c'est un matériau plastique utilisé donc dans la plomberie, etc., ou en eau chaude ou froide, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Polyéthylène. Qu'est-ce que ça veut dire réticulé? Qu'est-ce que ça veut dire réticulé? On peut dimensionner. Pardon? Réticulé. Réticulé haute densité. Regardez justement, on revient un petit peu donc sur le PER, d'accord? Vous avez en principe, si vous voulez, le PER, qui est écrit ici, vous avez tout simplement le PE, on peut avoir par exemple le PE, c'est ce qu'on appelle le polyéthylène tout simplement, d'accord? Ce qu'on appelle le polyéthylène tout simplement. Et ensuite, on peut avoir le PEHD. C'est le polyéthylène haute densité, réticulé haute densité, etc. Quelle est la différence entre le polyéthylène simple et le polyéthylène haute densité, le PHD? C'est tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On prend la matière plastique PE de base, que vous avez ici, et qu'est-ce qu'on fait? On la transforme, on la bombarde avec des électrons pour, si vous voulez, comment dirais-je, changer la configuration, disons, moléculaire de votre, si vous voulez, de votre matériau plastique. Je vous prends un exemple très simple. Le bois.
si vous analysez par exemple le bois, un morceau de bois, vous avez des fibres dans ce morceau de bois, non? Oui? J'écoute. Oui? Allô? Oui? Oui, monsieur. Oui. D'accord. Dans un morceau de bois, par exemple, si je prends par exemple un morceau de bois qui est comme ça, je peux trouver des fibres. Je peux trouver des fibres comme ça, bien sûr, comme ça. C'est ça ou non? Oui? Je peux trouver des fibres qui sont comme ça. Regardez, maintenant, si je veux couper dans ce sens, le sens des fibres, le bois, il se coupe facilement, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Si Oui. par exemple, j'ai une force dans ce sens, le bois, il va se couper rapidement. Mais si j'applique une force dans ce sens, transversale aux fibres, qu'est-ce qui va se passer? Et C'est ça, c'est une difficile. résistance, monsieur. Voilà. Donc, le but de la réticulation, donc, qu'est-ce qu'on fait? Disons, les molécules au départ, d'accord, de votre matériau plastique, d'accord, qui se trouvait peut-être, je prends par exemple des chaînes qui sont comme ça, vous avez des molécules qui étaient comme ça, une à côté de l'autre, d'accord? Et voilà, donc vous avez des molécules qui sont comme ça, l'une à côté de l'autre, comme ça. Si j'ai, par exemple, j'applique une force dans ce sens, bah, elles vont se dissocier, vont se couper. Mais qu'est-ce qu'on fait donc? On bombarde, si vous voulez, ces molécules, ces atomes avec, disons, des rayons X. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On crée un amalgame. Donc, elles ne sont plus, disons, ordonnées. On va désordonner, disons, la configuration moléculaire. Et disons, le matériau plastique, il va avoir une résistance plus importante. Donc, en fait, la configuration, donc le PhD, c'est un matériau de polyéthylène de base qui, dans la configuration moléculaire, a été changé pour lui conférer disons, une résistance beaucoup plus importante, tout simplement. D'accord? Est-ce que c'est clair? Quelle est la différence entre le PE, tout simplement, et le PhD ou le PE? C'est bon là? Oui? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Très bien, très bien, très bien. Donc, on va maintenant, si vous voulez, passer à notre thème, qui est la régulation. On voit un petit peu maintenant, on avait parlé de robinet thermostatique tout à l'heure, non? Voilà, disons, un spécimen de robinet thermostatique. D'accord? Voilà, robinet. Donc, vous avez le knob ici, donc vous le faites tourner à la main et vous faites changer le débit que vous voulez. C'est bon, ça, c'est un, disons, donc c'est un régulateur, donc vous programmez votre température, etc. D'accord? OK. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui? J'écoute. Voilà, vous avez ici, par exemple, une 23 voies motorisée. Vous avez ici une 23 voies de régulation motorisée. Bien sûr, je peux avoir le tout ou rien ou proportionnel, ça dépend de ce que l'on veut avoir. D'accord? Ça, c'est une valve de régulation, tort, tout ou rien. Donc, elle ferme, soit elle est ouverte, soit elle est ferme. D'accord? Maintenant, donc, vous avez aussi, ça c'est aussi, c'est quoi? Vous voyez, c'est un vase d'expansion. Vous le voyez, c'est un vase d'expansion. Il est là, donc c'est juste un élément, un récipient qui est destiné à recueillir, disons, l'eau lorsque la température de l'installation change. Vous avez un excédent de volume, etc. Voilà, ça c'est un circulateur, c'est une petite pompe. Donc c'est surtout pour les, disons, les petites installations. Les pompes pour les grandes installations sont différentes. D'accord? Voilà. Bon, ça, sclap, couvre, peu importe. D'accord? Ça, vous avez, par exemple, si vous voulez, des robinets, donc, groupe de sécurité. Donc, vous avez, c'est les soupapes de sécurité. Vous voyez un petit peu les soupapes de sécurité? Oui? D'accord? C'est les soupapes que vous avez ici. Non, monsieur. Ici. OK? Généralement, vous avez un mode, donc ça vous permet un petit peu de régler. On va aller voir par la suite. Voilà une autre, si vous avez un manomètre. Vous voyez un petit peu son manomètre ici? D'accord? Vous avez un manomètre que vous placez pour qu'il puisse, si vous voulez, indiquer, disons, la pression dans votre installation. Et bien sûr, vous avez, voilà, la soupape de sécurité simple, une soupape de sécurité, tout simplement. D'accord? Et lorsque vous avez un excédent disons, de pression, l'eau se décharge et vous pouvez lire aussi, disons, la pression que vous avez ici. Voilà qu'est-ce que c'est qu'un purgeur. On a vu tout à l'heure le purgeur. À quoi servait un purgeur, s'il vous plaît? À vider l'air qui est... Voilà. Donc, ce circuit, vous le placez en général dans le point le plus haut de l'installation. D'accord? Vous le placez dans le point le plus haut de l'installation pour pouvoir faire évacuer l'air qui se trouve
dans votre circuit. Nous sommes d'accord? Oui? S'il vous plaît. Oui, oui, j'écoute. Le purgeur, Oui. c'est le même qui m'a les dit la voiture, monsieur. Là, raté. C'est autre chose. Attention, ne pas confondre. D'accord? D'accord? Ah, Mais en fait, le purgeur, bon, c'est-à-dire que vous pouvez avoir juste une petite ouverture. Donc, c'est un pointeau, une petite vis que vous ouvrez. Par exemple, vous avez au niveau de votre thermostat. Donc, je parle de la voiture, par exemple. Vous êtes connaisseur. Au niveau de votre thermostat, vous avez juste un petit bouchon pour ouvrir, pour la purge, n'est-ce pas? Mais vous le faites manuellement. Vous le faites manuellement. Ce purgeur, il est automatique. D'accord? Il est automatique, donc il laisse l'eau s'échapper, disons, de façon automatique, tout simplement. Mais c'est le même principe, d'accord? Je vous en prie, il n'y a pas de problème. Voilà maintenant une 23 voies motorisée. Donc, si vous regardez ici la 23 voies ici, donc vous avez par exemple une entrée, d'accord? Vous avez une sortie de ce côté, et vous avez une autre sortie de ce côté, vous avez un moteur. Ce moteur, bien sûr, il est, disons, commandé automatiquement par un régulateur, donc qui ferme ou qui ouvre un peu plus ce qu'on veut. D'accord? Ok? Donc voilà, si vous voulez, un autre type, si vous voulez, c'est une vanne thermique. Donc en fait, ici, c'est en fonction de la température, ça va vous régler le débit que vous devez avoir dans votre circuit de chauffage, etc. Ok? Bon, ça, c'est une vanne d'arrêt, vous devez la voir. Donc, c'est une vanne d'arrêt, c'est juste un pointeau là que vous fermez ou vous ouvrez, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un autre type, ce qu'on appelle une vanne mélangeuse. C'est une vanne 3 voies, tout simplement, etc. D'accord? Elles peuvent être, si vous voulez, manuelles ou automatiques. Vous voyez un petit peu? Ça, c'est une vanne 4 voies. Donc, vous avez une voie, 2 voies, la troisième et la quatrième. Alors, les vannes 4 voies, alors, d'après vous, à quoi vont servir les vannes 4 voies? J'écoute. Écoute. Monsieur, vous avez dit quoi? À quoi sert une vanne 4 voies? Parce que vous avez les 23 voies, c'est pour réguler les débits ou les températures, n'est-ce pas? Et la vanne 4 voies, Éviter les condensations. vous regardez, c'est pour relever la température de l'eau de retour afin d'éviter les condensations à l'intérieur de la chaudière avec un risque de corrosion. D'accord? Vous savez lorsque par exemple vous avez de l'eau chaude qui part à une certaine température, elle revient à une température plus basse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On place ces vannes pour permettre un petit peu, disons, à l'eau chaude, une partie de l'eau chaude qui est écrite à 90, de se mélanger avec l'eau de retour. D'accord? Donc, par exemple, si j'ai de l'eau chaude qui part de ce côté, j'ai de l'eau chaude qui va sortir de ce côté, et bien sûr, ça va partir sur les émetteurs. Ici, qu'est-ce que je vais? Une partie de l'eau chaude, je vais la reprendre ici, et ensuite, je vais la mélanger avec l'air, l'eau de retour pour avoir une certaine température, etc. Voilà que ça, disons, à quoi c'est une vanne 24 heures. OK? Bon, ça, c'est un servomoteur. Alors, c'est quoi un servomoteur, s'il vous plaît? C'est quoi un servomoteur? C'est quoi un servomoteur? Un servomoteur. C'est pour la commande le système. Voilà, c'est la commande des 23, par exemple. D'accord? Vous avez vu, je pense, avec M. Larabi en régulation, là? Non. Non. Bon, le servomoteur, c'est juste un petit moteur électrique, mais il ne fonctionne pas sous 220 volts. Ce sont généralement, si vous voulez, des éléments de régulation qui fonctionnent au maximum sous 24 volts. Continu, d'accord? Sous 24 volts, continu. N'est-ce pas? Donc, ce moteur, voilà, donc c'est sous 24 volts continu qui est placé en tête de la vanne 2 voies ou la vanne 3 voies ou tout ce que vous voulez, et c'est lui qui va actionner, si vous voulez, l'ouverture ou la fermeture de votre vanne. Et il est commandé en général par un régulateur, d'accord? Ensuite, vous avez le disconnecteur qui est là, d'accord? Vous avez le disconnecteur. Vous avez le disconnecteur qui est là, donc en fait, alors le disconnecteur, ça sert à quoi? Oui? Interdire le retour de l'eau. C'est un clapet anti-retour, d'accord? C'est un clapet anti-retour, d'accord? OK? C'est tout. C'est un clapet anti-retour, tout simplement. Vous avez aussi donc le séparateur d'air.
C'est quoi? C'est un dégazeur. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il élimine l'air qui se trouve dans l'installation que vous avez. D'accord? Voilà, ce qu'on appelle un dégazeur. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? C'est quoi ça, le pot de décantation, s'il vous plaît? Oui? Les impuretés. Pardon? Il recueille les impuretés. Voilà. Lorsque, par exemple, vous avez dans toute installation d'eau chaude, vous avez toujours des dépôts de boue, d'accord, ou de calcaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On le recueille ici pour ne pas, si vous voulez les avoir, qui circulent dans l'installation. Donc, on les récupère dans ce pot et ensuite on le lave et on nettoie le circuit. D'accord? Bon, vous avez un autre élément. Donc, en fait, ils sont rares, mais on fait ce qu'on appelle le clapet anti-thermosiphon. On a vu tout à l'heure que lorsque, par exemple, sous l'effet de la différence de température, d'accord, sous l'effet de la différence de température, qu'est-ce que vous allez avoir? Imaginons, par exemple, que la pompe est à l'arrêt et qu'il y a une certaine différence de température. Donc, sous l'effet de la température, l'eau va circuler de manière, en utilisant le principe du thermosiphon que vous avez ici. Donc, ce petit, disons, le clapet anti-thermosiphon, il stoppe, disons, le déplacement de l'eau parce que vous avez la pompe, si vous voulez, qui est à l'arrêt, tout simplement. D'accord? Et en fait, vous avez d'autres éléments, on ne va pas les passer tous en revue. Donc, vous avez aussi ce qu'on appelle la soupape différentielle, d'accord? Bon, ça, c'est surtout dans la régulation, etc. Vous avez aussi une soupape, la soupape thermique, donc qui va s'ouvrir en fonction, disons, vous avez un bulbe, vous avez une sonde ici, et l'ouverture va se réguler en fonction de la température que vous allez mesurer dans un certain point de votre circuit. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? S'il vous plaît, j'écoute. Non, monsieur. Monsieur, Oui, j'écoute. monsieur Oui. question بصح ماشي على هادو على لا كورب تاع سيركوي فيرمي و سيركوي اوفر D'accord. Les courbes caractéristiques, c'est ça? تاع من قبيل monsieur تاع لا هوتور هذاك Oui, j'écoute. معليش تعاودها لي باسكو ما فهمتهاش Je répète, comme ça peut-être tout le monde va en profiter, d'accord? Regardez. Si j'ai par exemple la courbe caractéristique, vous avez le débit QV ici, n'est-ce pas? Oui. Ok? C'est en mètres cubes généralement. Ça, c'est les constantes que vous avez. La perte de charge delta P qui est en pascal ou en mètres ou en millimètres de Coulomb, peut-être, il n'y a pas de problème, d'accord? Regardez. Ici, j'ai la courbe caractéristique du réseau, c'est ça? Oui ou non? Oui. Ok? Donc, c'est la pompe, disons la pompe. Maintenant, je vais vous prendre deux schémas différents pour que vous puissiez comprendre. Regardez. Si j'ai par exemple un générateur qui est là, d'accord? Et que j'ai un émetteur qui se trouve ici. D'accord? Il y a un émetteur qui se trouve ici. Je vais alimenter cet émetteur, donc il est avec une certaine hauteur, je dirais H1, c'est ça? Oui. Oui? Vous allez voir? Oui. Maintenant, si je retourne de ce côté-là, d'accord? Donc ça c'est le point A, ça c'est le point 2. Je vais avoir par exemple une certaine hauteur H2. N'est-ce pas? Oui. Donc ça c'est votre émetteur. D'accord? Si par exemple, si vous voulez si j'applique le théorème des Bernoulli entre le point 1 et le point 2, d'accord? Bon, je vais avoir les vitesses, bien sûr, V1, je vais avoir la vitesse V2, etc., comme tout à l'heure, mais l'essentiel, c'est que je vais avoir, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, d'une manière de la charge, je dirais la charge, d'accord? La charge entre le point A, d'accord? C'est quoi? C'est fonction de quoi? C'est fonction de la vitesse, c'est fonction de la pression, bien sûr, au point 1, vitesse 1.1, et aussi de la fonction de la hauteur H1, n'est-ce pas? Oui. C'est ça? D'accord? Maintenant, la charge, donc au point 2, ça va être la même chose. Donc, vous avez V2, P2 et H2. Regardez très bien. Et suivez-moi, s'il vous plaît. Lorsque je pars dans ce donc vous avez une hauteur statique de H1, n'est-ce pas? Vous avez H1 ici. Nous sommes d'accord? Vous avez H1. D'accord? Mais lorsque je retourne, lorsque je pars dans ce sens, cette hauteur, elle est négative parce que je dois vaincre cette hauteur. Lorsque je reviens,
cette hauteur est négative, puisque je reviens de ce côté, cette hauteur est positive parce que l'eau, elle va descendre toute seule. Donc, au final, si les hauteurs sont identiques, donc je vais avoir H1 et H2 qui vont se neutraliser. H1 est négative, H2 est positive, la charge est positive. Oui. D'accord? Donc, dans un circuit fermé, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin, si vous voulez, d'avoir une précharge. Donc, on débute à 0. Donc, la courbe caractéristique va débuter dans ce sens. Ça, c'est le réseau. D'accord? OK? Oui. Oui, ça, c'est le réseau. Maintenant, si j'ai un circuit ouvert, alors regardez, dans le circuit ouvert, c'est tout à fait autre chose. Donc, le circuit ouvert, par exemple, si j'ai, par exemple, si vous voulez, un réservoir que j'ai ici, d'accord, où je dois mettre, par exemple, de l'eau, tout ce que vous voulez. Si j'ai une pompe qui est là, d'accord, bien sûr, la pompe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle doit vaincre les pertes de charge de votre installation, d'accord? Donc, le delta P total de la pompe, c'est quoi? C'est le delta P, disons, comment dire, c'est le delta P, disons, dynamique, qui est dû à la vitesse, d'accord, plus les pertes de charge, d'accord, pertes de charge. Et ensuite, quoi? C'est plus la hauteur statique H. C'est la hauteur statique H que j'ai ici. Pourquoi? Parce que vous avez une certaine hauteur. Parce que l'eau ne revient pas, je n'ai plus de hauteur, disons, de retour. Et donc, qu'est-ce que je vais? Donc, à débit nul, lorsque je suis ici, tous ces termes vont s'annuler parce que la perte de charge est fonction du débit, la perte de la vitesse est fonction de la perte dynamique du débit. Et qu'est-ce que je vais avoir à débit nul? Donc, lorsque je vais avoir débit 0, je vais avoir une certaine hauteur ici, HA statique. Et, bien sûr, la courbe ne va pas démarrer à 0, d'accord? Elle ne va pas démarrer à 0. Elle va démarrer avec un décalage par rapport à l'origine, c'est dû à la hauteur statique que j'ai ici. Et donc, ça, c'est le réseau. D'accord? Oui. Donc, lorsque vous avez un réseau fermé, ça débute à 0. Lorsque vous avez un circuit, un réseau ouvert, il y a un décalage et ça représente uniquement la hauteur statique en mètres, etc. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, monsieur, merci. Très bien. Donc, on continue, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair pour vous maintenant, un petit peu les histoires de chauffage, d'accord? OK. Alors maintenant, on va peut-être un petit peu voir la mise en œuvre parce que c'est important pour nous. Alors, la mise en œuvre, donc en fait, les principaux constituants, donc les éléments de chauffage central, la eau chaude, etc. Ici, vous avez un système bitube, d'accord? Vous avez l'eau chaude, vous avez l'eau froide ici, avec tous les éléments qui sont installés, d'accord? Ici, par exemple, vous avez un robinet, donc vous avez un robinet de réglage, vous avez un purgeur qui se trouve ici, vous avez une vanne de soupape de sécurité, vous avez un manomètre, vous avez ici un vase d'expansion, bien sûr, d'accord? Ici, vous avez votre chaudière. Bon, c'est les principales choses que vous avez, d'accord? Ensuite, vous voyez ici une installation réelle. D'accord? Vous avez par exemple une chaudière, et juste à côté, ça c'est la chaudière chapée, vous avez juste à côté, si vous voulez, un vase d'expansion. Ici, vous pouvez voir aussi donc, la 23 voies de régulation que vous allez avoir. Bon, ça c'est la mise en œuvre, bon, c'est le travail, comment on fait les coudes, comment on soude. Peu importe, c'est pas vous qui allez le faire, d'accord? OK? Ça, c'est un débitmètre, d'accord? Ça, c'est un robinet d'arrêt. Et ça, c'est quoi? Ça représente quoi? S'il vous plaît? C'est un plancher chauffant, d'accord? Ou le passage des canalisations éventuellement dans votre dalle, etc. D'accord? Maintenant, vous regardez un petit peu, donc, vous avez par exemple un système de chauffage qui est ici, donc vous avez une distribution. On parle de nourrice, et les gains paliers. Alors la nourrice, c'est quoi? Voilà, qu'est-ce que c'est que si vous voulez. Donc, vous avez une nourrice, c'est quoi? C'est comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le collecteur. Vous avez un collecteur retour et vous avez un collecteur aller ici, d'accord? Donc, vous avez juste un collecteur sur lequel vous faites des piquages pour alimenter chaque émetteur que vous voulez alimenter d'une manière générale, d'accord? Bon, ça, c'est les instructions des ondes de radiateurs. Monsieur, Oui. monsieur, pourquoi on n'utilise pas des planchers chauffants en Algérie? Si on les utilise, qui vous a dit qu'on les utilise pas? On va les voir par la suite, d'accord?
on va voir comment dimensionner les planchers chauffants, d'accord? C'est clair? Donc on les utilise, il n'y a pas de problème. On les utilise. Maintenant, les gens utilisent, si vous voulez, les planchers chauffants, d'accord? Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'écoute, allez-y. C'est bon, c'est bon. J'écoute. C'est C'est bon. bon. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? J'écoute. Alors, il nous reste à peu près 5 minutes. Alors, j'écoute vos questions avant qu'on termine. J'écoute. Pas de questions? J'écoute. Pas de questions. Oui? Oui? Alors, Monsieur, j'ai bien. pas de question pour moi. Pardon? Oui? J'écoute. Normalement, on a question. Je pense qu'il n'y a pas de question. Bon, alors, est-ce que ça a été clair pour vous, ce qu'on a vu? Oui, ça va. Très bien. Donc, je vais vous envoyer les documents pour que vous puissiez les lire, d'accord? OK? Inch'Allah, merci. Inch'Allah. Alors, n'oubliez pas, demain, donc, on commence à 11h, s'il vous plaît. Je vais planifier ça, d'accord? Ça, on commence à 11h. Oui. 11h. Si vous voulez 11h, on va commencer à 11h. Moi, ça ne me dérange pas, d'accord? D'accord, Inch'Allah. OK? Monsieur, Allah, allez, bonne journée. Oui, j'écoute. Allez-y. monsieur, on parle 2 Oui? heures de أخبارك مسيو؟ Pardon? Monsieur, on doit encore de soya. Bien sûr. Pourquoi ça vous dérange? Oui? Non, monsieur, c'est bon. C'est trop pour vous? C'est bon? C'est bon, monsieur. Bien, madame, je vous souhaite bonne journée et on se voit demain, Inch'Allah, à 11h. Haïda. Inch'Allah. Allez, au revoir. Oui, Monsieur, j'écoute. Hein. Oui, vous serez à 15h dans le CP. bien sûr, c'est tout à fait normal. Tout D'accord. à fait normal, d'accord? C'est à 15h, Inch'Allah. Allez, bon courage. Allez, au revoir. Merci.